This is Houston. Say again, please. J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Houston, we have a problem. Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour. I think it's nice that we share the same sky. You are gonna miss that plane. C'est de toute beauté. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. Nascosta sotto il bla 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 bla. Je suis juste fou d'amour, c'est complètement con. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Oh, hi, Mark. J'ai le temps. Je t'en prie. Dévore. It's a conspiracy, man. Hasta la vista, baby. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Pierschmann? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on tâchera d'être drôle, pas pour compenser les larmes versées devant le son des souvenirs d'Oliver Hermanus et Rue Malaga de Mariam Touzani, ni pour conjurer le sort du chef-d'œuvre dystopique et visionnaire 1984 dont la création est au cœur du documentaire de Raoul Peck 2 + 2 = 5, mais parce que notre focus du jour est consacré à l'humour, ou plus précisément à la représentation du stand-up sur le petit et grand écran à l'occasion de la sortie de Is This Thing On, le 3e long métrage de Bradley Cooper comme réalisateur. Et pour finir, carte blanche au plus comique d'entre nous, Laurent qui nous vantera les mérites de la série 90s Parker Lewis ne perd jamais. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et bonjour à tout le monde, bonjour à Yuri qui réalise l'émission. Sur le canapé des filles, Rita et Manon. Sur le canapé des garçons, Alban et Laurent. On sait où va s'asseoir Valentin, a priori en nous rejoignant. C'est une émission excessivement genrée. On commence avec le courrier des perchés. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, te plaît? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et oui, Yuri. Eh ben, je voulais juste rappeler que vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes disponibles, à savoir Spotify, Deezer, Apple, également Instagram, TikTok, YouTube, pour retrouver l'émission en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, parce que vous êtes très nombreux et nombreux à nous écouter, mais beaucoup moins à être abonnés, donc c'est dommage. Vous passez peut-être à côté d'un contenu de haute qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire également quand vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre quand on a des choses à répondre. Et justement, Rita, le courrier. Et oui. Et comme d'habitude, vous nous écrivez, ça fait plaisir. On a une personne qui s'appelle Léa Rose et qui nous dit qu'elle n'est pas d'accord avec Laurent pour la Grazia. J'ai trouvé les scènes un peu posées de Sorrentino qui permettent soit de se taper une bonne barre et t'en as besoin entre les 2 heures de réflexion, soit justement de prendre le temps de réfléchir et d'analyser le sens de ce qui vient d'être dit dans le film. Pour moi, ces scènes ne sont pas de trop, sauf les scènes de clope à répétition, mais au bout d'un moment, c'est limite comique de répétition, on en rigole. Laurent, tu veux répondre ? Oui, t'as déjà oublié le film en fait. Genre de quoi c'est juste qu'en fait, là où je suis pas d'accord, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de pause pour des scènes de réflexion inexistantes, donc du coup, ça va. Enfin, je veux dire, balancer dans les dialogues des trucs hyper pompeux, c'est pas de la réflexion. Voilà. C'est tout ce et puis que je surtout, dirais. toi, t'es pas persuadé que c'est de l'humour volontaire. Oui, Alban. Mais si je peux rajouter un petit truc, nous on parlait précisément des scènes de clope, donc En plus, on parlait précisément des scènes de clope qui sont particulièrement pénibles. Ça, c'est drôle, mais Alban, tu vois, toi, elle t'a pas alpagué, c'est Laurent le problème là. Ouais, je sais, c'est souvent Laurent. J'ai rien à dire là-dessus. Mic drop. Ensuite, on a une personne qui nous dit qu'elle nous écoute toutes les semaines et qu'on fait du bon boulot, et rien que pour ça, moi, je me permets de nous auto-congratuler. Merci beaucoup. Merci Elisabeth en commentaire. Merci, Elisabeth 92.3 qui dit vraiment, j'adore la présentatrice, un peu moins les autres. On a eu 2 messages assez longs sur Hit Rivalry de la part de personnes qui se sentaient vachement concernées et qui par ailleurs s'identifiaient elles-mêmes comme étant des hommes gays et qu'elles parlaient de ce point de vue-là. Je le précise vu ce qu'on disait sur la série à ce sujet. Alors les messages sont longs, donc je vais essayer de résumer de manière de la plus précise, mais une des personnes nous explique que en fait la série n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas son objectif, et de fait on l'a pas traité comme tel. Je suis la première à être friande de séries un peu plus camp, rigolote, second degré disons, mais que ce qui est intéressant c'est le fait que ça se finit bien, ce qui est extrêmement rare sur la fiction qui concerne des homosexuels, très vrai. On appelle ça la tristesse porn presque souvent, où il y en a soit un qui meurt à la fin, soit qui est puni par la vie, donc c'est vrai que c'est super intéressant à cet égard.
Ensuite, une personne qui nous dit, je voulais rebondir sur ce que dit Rita, c'est moi, sur le côté fanfiction pour filles hétéros. C'est exactement ce mécanisme. Cette série est réalisée de façon à ce que les gens se projettent à la place des personnages et vivent ce fantasme, cette histoire et cette relation. Ça raconte un type de désir gay qui existe et je pense que beaucoup s'y retrouvent ou fantasment cette relation. Je suis entièrement d'accord. C'est effectivement ce qu'on se disait sur le fait que c'est un fantasme. Et sur le sexe, ce n'est pas si cru que ça. Et même si c'est long, c'est un choix, c'est une forme de contemplation et ça rejoint le plaisir coupable de rom-com et plaisir coupable de fanfiction. Et je me répète, je ne pense pas que les gays ne s'identifient pas ou ne fantasment pas. Cette série est aussi pour eux. Et oui, il y a un élément que je trouvais intéressant aussi sur le côté, c'est pas un chef-d'œuvre, en tout cas c'est pas pensé comme tel. C'est que il me semble qu'un des messages répondait au fait que la série effectivement au départ vise entre guillemets des femmes hétéros parce qu'évidemment c'est une niche beaucoup plus classiquement visée par les diffuseurs et donc effectivement au départ la série parle à ces personnes-là, mais qu'en réalité ce qui est intéressant c'est qu'elle a quand même réussi à vraiment concerner la communauté. Oui, et l'autre message, effectivement, un truc que je trouvais super intéressant, c'est quant à savoir si la série parle aux gays, au-delà de mes potes qui sont encore en boucle dessus, je pense que c'est évident parce qu'elle propose visuellement des corps musclés qui rentrent pile dans les standards de beauté gay, qui ne sont pas forcément ceux des femmes hétéros, très vrai. Oui, c'est vrai. Des plans caméra qui s'attardent sur leurs muscles, leur transpiration, et surtout la série se nourrit de fantasmes régressifs, presque adolescents, qui sont communs chez les gays et notamment dans le porno gay. Je trouve ça hyper intelligent et intéressant. J'ai ma langue à fourcher mais dans le bon sens. Intelligent et intéressant. Et voilà, pour ce qui concerne Heated Rivalry, qui est une série qui fait parler, et je trouve que c'est trop cool en vrai que cette série-là fasse parler, même si ça m'a pas forcément touché. Mais maintenant, mon message... on en a parlé alors qu'on a vu 2 épisodes. Enfin, oui, bon, il est vrai, on nous a dit qu'il faut pas que c'est une série forcément dont le format qui n'est pas bingeable, vu que c'est un épisode par semaine, ne convient pas. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Je pense qu'on peut pas juger une série en disant les derniers épisodes sont bons, mais on en a déjà parlé. Ouais. En tout cas, mon message préféré de la semaine, qui est une attaque personnelle directe et visée. Salut la perche. Contre Laurent cette fois. Non, non, c'est soit Laurent, soit moi globalement. Vous avez un problème contre les Virgos en fait. N'hésitez pas à attaquer les autres. On a quelqu'un qui s'appelle All Right Rocco. Alors Rocco, je t'écoute. Salut la perche, je suis outré. C'est qui Maigret? Rita. Énergie qui regarde en l'air. C'est comme demander c'est qui Hercule Poirot ou c'est qui Astérix. Je te le demande. Qui sont ces hommes? Je ne les connais pas. Je ne connais personne d'ailleurs. Je reprends. On arrête tout et on va acheter un Maigret comme la tête d'un homme ou Maigret et la grande perche. Ça c'est pour vous. Déjà tu me dis pas quoi acheter, grande malade. Ensuite, Maigret c'est le quotidien, les saisons, les villes et les quartiers, les gens. Simenon est le Miyazaki de la littérature. Je n'aime pas Miyazaki par ailleurs. Quand la pluie de mars fait briller... C'est qui Miyazaki, s'il te plaît? Pardon, en vrai, ce parallèle est assez intéressant. Quand la pluie de mars fait briller les toits de zinc, l'été caniculaire fait fondre le bitume, l'humidité odorante de l'automne, le froid de l'hiver qui assombrit jusqu'aux âmes. Maigret, c'est la France, madame. Je dis ça et j'ai pas encore l'âge de ma grand-mère. Donc déjà, I take it as a hate crime de me dire c'est la France, madame, à moi, qui ne suis pas française. Vous l'aurez compris, il continue, vous l'aurez compris, je vénère ces œuvres de gare et quand j'ai vu que Podalides interprétait le commissaire, j'ai baissé la tête et levé les bras au ciel. Que ce casting à contre-courant comme le changement d'époque prouve surtout à quel point il est difficile de donner chair à cet univers, mais bon, je le verrai, je lui donnerai sa chance. C'est qui Maigret? Pardonne les Jules, allons boire une bière à la brasserie Dauphine. Mais calme-toi. Donc j'ai lu le message en entier. J'ai lu le message en entier parce que cet homme est foncièrement absurde, excuse-moi, et c'est la première fois que je réponds avec tant de virulence à nos auditeurs et auditrices. Auditeurs en l'occurrence, je suis presque sûre. Ça va pas, non? Alors je trouve qu'il y a une question de fond et de forme dans le sens où je pense les deux vont mal. C'est censé être un peu marrant, je crois. C'est pas très rigolo. Et en fait, on a le droit de pas connaître des trucs. On a le droit de pas. Surtout. Ça, je suis d'accord. C'est un truc de gatekeeping qui est quand même. Ouais, enfin, ça va. C'est absurde. Au contraire, même si t'étais hyper choqué que personne sache ce qu'était la goutte la semaine dernière. Mais moi, ce qui montre dans ce truc, c'est qu'il me dit pas, oh my god, tu connais pas Maigret. Tu devrais découvrir, c'est génial. Moi, quand quelqu'un qui connaît pas quelque chose que j'adore, je suis vraiment genre, ok, trop cool, tu vas découvrir un truc qui m'a bercé. C'est génial pour toi. C'est quoi ce message hyper paternaliste, pardon, mais je. Et le pire, c'est sa réponse, quelqu'un qui dit, et aussi quand elle dit, je connais Simenon mais pas Maigret, c'est comme dire, je connais J.K. Rowling mais pas Harry Potter. C'est pas entièrement faux, c'est-à-dire que c'est vraiment son œuvre la plus connue, donc c'est un peu bizarre. Ça veut pas dire que c'est un problème. C'est absurde comme message. Donc si jamais vous nous écoutez, vous rendez compte qu'on n'a pas lu quelque chose, n'hésitez pas à nous faire part de votre passion pour cette chose-là, sans nous dire voilà, qu'on aurait dû tout savoir et tout lire avant, parce que sincèrement, c'est pas très, à la fois c'est pas très agréable, ça sert un
peu à rien et ça nous donne pas plus envie de découvrir Maigret c'est surtout ça en vrai. que de recevoir un message comme ça. Du coup, j'ai envie de lui donner un peu des devoirs, de nous donner ses top 10 Maigret en fait. Et ben voilà, le top 10 Maigret. Et le top 10 J.K. Rowling visiblement parce qu'on ne soutenait Non, pas cette celui-là, femme. non, par Ne contre. soutenait surtout pas cette femme. Elle a pas écrit plus de 10 bouquins, enfin genre. Non, alors sache qu'elle a écrit beaucoup de livres qui sont pas Harry Potter, mais personne ne les a lus parce que et cette femme, on va s'arrêter là. Oui, voilà, donc c'était mon moment hateuse, mais sincèrement en fait nécessaire. c'est quand même assez violent parce que la plupart du temps quand on reçoit des messages un petit peu abrasif ou en tout cas sarcastique comme tu viens de le dire, ça concerne les filles de l'émission et de fait on n'est déjà pas beaucoup, donc s'il vous plaît J'avoue, t'as pas lu les comics en fait. voilà, donc qui se souvient du Comics Gate, donc en vrai ça serait cool de ne pas parler comme ça parce que moi je vous alpague pas si vous connaissez pas des auteurs marocains, on va je pense où qu'on là devrait faire du gatekeeping, genre ceux qui ne connaissent c'est pas ça gatekeeping Laurent, ceux qui ne connaissent pas le Comics Gate devraient pas écouter, genre c'est, tu vois. que ça c'est du gatekeeping. Voilà, donc me prends pour un con. Et Valérie Maigret? Non, ne gatekeep pas le gatekeeping, s'il te plaît. Mais juste, voilà. Ah oui, pardon, le dernier message de la pêche, c'est Laurent, as-tu écouté? Oui, alors j'aimerais juste dire que quelqu'un. Alors, franchement, merci pour ce message. Merci pour ce message. Donc, je crois que cette personne s'appelle Léa, qui nous dit que quelqu'un fasse découvrir Charlie XCX à Laurent par pitié. Et Laurent, tu as fait tes devoirs. Et plus précisément, je lui ai dit d'écouter 365. Et après d'écouter l'album Brad de manière générale. Ah, tu l'as conseillé suite au message de Léa. J'ai écouté les titres, les gros titres les plus connus. Enfin, j'ai écouté un peu au pif des titres de Charlie XX, dont celui 365. Et ça devient une émission musicale. Écoute, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a un truc que je trouve assez cool et assez encourageant, sans déconner, c'est que qui a signé la VO de Hurlevent. C'est Philippe Manœuvre à la Nouvelle Star là. Vas-y. Allez vous faire, déjà allez vous faire foutre. Si vous voulez pas écouter ma réponse, on va faire autre chose. Je veux la réponse. Je sais pas si Charlie XX a besoin d'encouragement. Ce que j'allais dire, encouragement, elle a 40 ans derrière elle. Mais je trouve que c'est intéressant parce que par rapport à ce que pouvait être, tu vois, la pop féminine en particulier d'il y a 10-15 ans, tu vois, les Katy Perry, les trucs comme ça, musicalement c'est vachement plus intéressant. C'est assez quand même. Laurent, tu peux pas comparer les femmes de la pop en disant celle-là c'est mieux que les autres. C'est hyper je trouve que musicalement en tout cas c'est plus intéressant, tu vois, genre voilà, point barre. Après j'en sais rien, je m'en branle de toute façon. Katy Perry à mon avis elle a jamais écrit un seul de ses titres, mais pour le coup mais Charlie compose et écrit ses titres. Oui, Charlie XX, oui, mais d'ailleurs, enfin, c'est encore une fois musicalement plus développé, plus intéressant, et qu'il y a vraiment une vibe très électro-techno, plus, comment dire, moins mainstream, avec un vrai taf sur les textures de son qui sont assez cool, ce qu'on peut faire vraiment avec la musique électronique de manière générale. Je trouve que globalement, c'est plutôt cool et plutôt intéressant. J'en ai globalement rien à foutre quand même, mais c'est pas mal. J'avoue, je trouve ça pas mal pour de la pop. Tu vois, je trouve ça cool que ce soit un truc de pop mainstream par rapport à ce que, tu vois, genre quand il y a 15 ans, ce que les gens écoutaient. Mais tu vas potentiellement aimer un projet avec elle. Elle a un film de faux documentaire sur elle, genre façon... Façon Spinal Tap, quoi. Avec John C. Reilly. Okay. Donc c'est un faux documentaire sur elle qui se... Ouais, après le connasse d'elle-même. Ouais, le Brad Summer et tout. Cool, très bonne idée. Après, je peux me tromper, mais c'est pas non... enfin, Charlie XX, c'est pas non plus la Britney Spears de la nouvelle génération. Enfin, c'est quand même un peu plus... Si, c'est aussi connu que ça. Depuis l'année dernière, le problème c'est que c'est générationnel, mais depuis l'année dernière, si tu as moins de 30 ans, c'est une des pop girlies les plus écoutées. Oui. Okay. Genre le Brad Summer en 2024, l'élection de Kabbalah, c'était vraiment un immense truc. Okay. Bon bah écoute, merci Laurent pour cette critique musicale. J'attends la critique littéraire de Rita sur Maigret. Alors là, tu l'auras rattrapé dans un monde qui n'existe pas, une réalité alternative. Et on va revenir au cinéma pour parler du box-office de la semaine. Yuri. Bon là c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre quoi. Je le balance parce qu'il était en train de lancer la bande-annonce du premier film. Le box-office, tu l'as zappé. Oui, parce que en fait, le site sur lequel je vais choper mes chiffres n'est pas à jour, donc je ne peux que vous citer le top 5, du box-office. Alors, il n'est pas très surprenant. C'est le Marsupilami qui arrive en tête avec 1 million de entrées sur sa 3e semaine ou 4e semaine. On l'a pas rattrapé personnellement, mais dans notre entourage, globalement, on nous l'a assez déconseillé, à part les gens qui aiment les blagues de prout et de sel dans le cul. Et de zizi. Coucou Émile. La balance. Et donc il fait moins 9% seulement de fréquentation, ce qui est quand même assez hallucinant. Merci Rita, on est vraiment sur une émission professionnelle. Donc voilà les chiffres en temps réel. Alors, et en 2e position, ça c'est quand même une vraie bonne surprise, c'est Marty Supreme qui fait 450 000 entrées sur sa première semaine, donc c'est 3 fois moins que le Marsupilami, mais quand même pour un film A24, ça confirme quand même l'attrait
de Timothée Chalamet en tant qu'acteur principal. Alors il s'engage aussi énormément dans la promo, mais ça ne fait pas tout. Il y a d'autres comédiens qui le font et qui ne ramènent pas autant les gens. Je pense que c'est probablement l'acteur de sa génération le plus connu de toutes les autres générations. En troisième position, il y a Les Enfants de la Résistance, alors qui lui trace de Christophe Baratier, qui également se maintient extrêmement bien. Globalement, tous les films se maintiennent particulièrement bien cette semaine, ce qui est plutôt un très bon signe, un signe très encourageant. Je crois qu'en termes de chiffre de fréquentation globale, on est déjà à 15 ou 20% au-dessus de l'année dernière à la même époque. Donc franchement, on est quand même sur un top 5 de films où il y a seulement un seul film américain, puisque c'est seulement Marty Supreme, puisque après Les Enfants de la Résistance, on a LOL 2.0, Gourou, et en 6e place, Le Rêve américain d'Anthony Marciano, qui fait 230 000 entrées sur sa première semaine, ce qui, pareil, est une jolie performance. Maigret, le fameux, arrive lui en 10e position, ce qui est pareil, je pense, un beau démarrage, puisqu'il n'est que sur 248 copies, et donc il fait une très belle moyenne par copie. Avec 107... Et on en a plutôt dit du bien la semaine dernière. Donc il est à 107 000 entrées sur sa première semaine, ce qui augure du meilleur. Il a par ailleurs de très bons retours presse et public. Donc comme quoi, finalement, voilà, les gens vont au cinéma et c'est très bien. Et bah écoute, c'est très bien. Et nous aussi, on y a été cette semaine. Et le premier film dont on débat, c'est Le Son des souvenirs d'Olivier Hermanus. Oliver Hermanus. From God, how I could see music. I thought everyone could see sound. Across the Rocky Mountain, I walk for miles and miles. Lionel Worthing. David White. Across the Rocky. C'est la deuxième personne que je francise après le fameux Justin Pimberton, Justin Pimberton, ce pauvre Olivier Hermanus qui n'a rien demandé. Je vous lis le résumé en entier, je le trouve intéressant parce qu'il est assez long. Ça nous dit: Lionel, jeune chanteur originaire du Kentucky, grandit au son des chansons de son père que son père lui chantait sur le seuil de leur maison. En 1917, il quitte la demeure familiale et part pour étudier au conservatoire de Boston. C'est ici qu'il va faire la rencontre de David, un brillant et séduisant étudiant en composition. Mais leur lien naissant est brutalement interrompu étant donné que David est mobilisé sur le front à la fin de la Première Guerre mondiale. 3 ans plus tard, en 1920, le temps d'un hiver, Lionel et David sillonnent les forêts et les îles du Maine pour collecter et préserver les chants folkloriques sur le point d'être oubliés. Cette parenthèse marquera à jamais Lionel. Au cours des décennies suivantes, Lionel va connaître la gloire, la reconnaissance, la réussite et d'autres histoires d'amour au fil de ses voyages à travers l'Europe. Cependant, ses souvenirs avec David continueront de le hanter jusqu'au jour où une trace de leur œuvre commune ressurgit et révèle combien cette relation a résonné plus fort que toutes les autres. Voilà, c'est le pitch officiel du film qui globalement nous raconte l'ensemble du film. Valentin, tu as donc découvert ce film qui met à l'honneur Paul Mescal et Josh O'Connor en Lionel et David. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est le point principal, peut-être de mon point de vue sur le film, parce que je suis curieux de vous avoir vos avis. C'est un film dont j'ai pas pensé grand-chose, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir été un peu dans ma zone de confort, de savoir à peu près ce qui allait se passer, comment ça allait se passer. Tout est un peu interprété et écrit avec une forme de délicatesse, avec une forme de bienséance. Donc rien ne dépasse trop. J'aime bien l'imagerie du film qui, encore une fois, est très enveloppante, des couleurs très chaudes, une espèce de côté très vaporeux dans la photo, etc. Et les performances des deux acteurs qui jouent un peu comme ça sur la retenue, dans la délicatesse, sans jamais trop en faire, etc., etc. Donc les deux sont très bons, ça c'est cool. Et je trouve que le film aussi embrasse vraiment leur relation, en tout cas dans la première partie du film, de manière totalement souple, c'est-à-dire qu'ils tombent amoureux. C'est pas une question le fait qu'ils soient gays dans la société de l'époque, en tout cas dans les premières... en 1917, voilà, donc au début. 1917. Et finalement, ça n'est pas, c'est pas un problème dans la première moitié, en tout cas. Même si on a l'impression qu'effectivement ils se cachent, que les choses sont dites sans être dites, etc. Mais j'aime bien la manière dont le film s'empare du sujet avec naturel, en tout cas. Après, au-delà de ça, qu'est-ce que j'en aurais gardé dans 6 mois ? Il y a une bonne chance qu'il n'y ait pas grand-chose, quoi, en définitive. Le film est quand même très sage et je trouve que j'ai pas l'impression d'avoir accédé à une intériorité très riche de la part de ces deux personnages. J'ai pas l'impression d'avoir découvert une culture particulière. J'ai pas l'impression d'avoir vu un film excessivement original d'un point de vue formel. Donc, voilà. Ça a le mérite d'exister. Oui, ça a le mérite d'exister. Le film était en compétition officielle au Festival de Cannes cette année. Alban, avant de te donner la parole, j'espère que Manon est pas trop déçue d'avoir raté quand même l'histoire d'amour entre Paul Mescal et Josh O'Connor cette semaine. Non, ça y est, c'est bon. J'ai fait tomber des captures d'écran pour dire. Bah ça, oui, voilà. Genre des petites images comme ça, je veux bien, mais genre tout le film, non. Tout le film flemme. Ouais. Alban, est-ce que tu rejoins Valentin sur sur cette conclusion que Le Son des souvenirs, ça a le mérite d'exister, mais que t'en auras pas retenu grand-chose en 6 mois? Ouais, en fait, j'ai
un peu plus féroce que Valentin. Disons que je suis d'accord avec Valentin sur l'aspect un peu vaporeux, sur leur histoire d'amour, etc. Pourquoi pas, même si effectivement, tu l'as dit, on n'accède jamais à l'intériorité des personnages. Le problème, c'est que c'est pas le sujet du film. Enfin, c'est pas uniquement le sujet du film. Le sujet du film sur le papier, c'est aussi le titre du film. C'est deux amoureux qui partent récolter de la musique populaire dans les coins des États-Unis. Le problème, c'est que tout le film est construit là-dessus et qu'il n'en fait rien. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de voir ce voyage d'un mois The History of Sound, dans le titre original. History of Sound. J'avais envie de comprendre avec quoi ils enregistrent, avec quels matériaux, parce qu'en plus, il y a une forme c'est ton côté chercheur, j'adore. Mais non, mais il y a une forme de fétichisme un peu dans le film sur les cylindres qui n'est jamais exploité, alors que c'est méga intéressant. Et quand il essaie de le faire un petit peu, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quelques séquences où il essaie d'un peu expliquer à des enfants, par exemple, comment marche la prise de son, etc. Et il le fait un tout petit peu, et effectivement, ces séquences sont chouettes. Sauf que le travail qu'il fait après sur le son, lui est pauvre. Oui. Ouais. Bah, le seul travail qu'il fait sur le son, c'est de mettre la main sur la pomme d'Adam pour entendre le son. Enfin, tu vois, et le problème de ce film-là, c'est que, en fait, pourquoi pas tu me proposes une histoire d'amour sur ces deux personnages que j'achète, ok. Sauf que c'est pas comme ça que le film est vendu, c'est pas le pitch et c'est pas uniquement l'histoire du film. Donc c'est ça qui me dérange profondément dans ce film-là. Par ailleurs, ils abordent des sujets qui sont parfois méga intéressants, comme j'allais dire Malaga parce que je suis dedans, mais Malaga Island. Ah non. À un moment, ils vont sur une île. Sur l'île où ils ont gardé. Dans le Maine. Dans le Maine, ouais. Et où ils ont gardé, en fait, où il y a une sorte de brassage colonial, etc. Et en fait, ils se disent peut-être qu'il y a des chants qui seraient intéressants d'enregistrer. On a envie d'en savoir plus, parce que moi, je le connaissais pas. Je suis allé sur Wikipédia pour savoir de quoi il parlait, etc. Sauf qu'en fait, tout l'aspect politique est rayé au profit d'une histoire d'amour, en fait, naissante entre les deux personnages. Et en fait, le problème, c'est que finalement, cette histoire d'amour, même si on l'apprécie, même si j'apprécie par exemple le rôle de Josh O'Connor, que je trouve qu'il a un beau rôle, et je trouve que c'est intéressant d'avoir inversé ce qu'on attend en fait de ces personnages, Paul Mescal on va dire en meneur de cette relation, et Josh O'Connor qui serait un petit peu suiveur, alors que c'est l'inverse. Enfin, je trouve que c'est intéressant d'avoir joué sur l'image que renvoient les deux acteurs, sauf que on en a marre en fait de les voir parce que il aborde des sujets qu'on a envie qu'il développe et il le fait jamais. Et je trouve que c'est presque rageant à la fin d'avoir un truc aussi cotonneux, aussi enveloppant, pour finalement rien ne nous dire du sujet dont il nous tend la perche pendant quand même 2h10 de film. Laurent, j'ai l'impression que vous êtes quand même relativement raccord. Hein. Ouais, moi je suis vraiment raccord. Est-ce que tu es féroce comme Alban ou un peu plus cotonneux comme Valentin? Après, moi j'ai globalement dit que je m'en foutais. T'as juste été plus poli finalement. Ouais, voilà, je suis pas un mec très féroce d'une manière générale. C'est pas le terme que j'utiliserais en tout cas. Grand prédateur. Toujours est-il que non, je suis vraiment d'accord avec Alban. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de. Je l'ai vu à Cannes, je l'ai un peu oublié honnêtement, et sur le moment, je l'avais. 6 mois après, hein. Ouais, je l'avais trouvé même un an quasi. Un peu désespérant, et c'est vrai que c'est quand même. Très plan-plan et assez ennuyeux comme le dit Valentin. Je suis d'accord que la on commence fort cette semaine. Je suis d'accord que la promesse en fait du film est que en effet le sujet est passionnant sur la mémoire du chant même en fait, presque plus que de la musique. C'est comment est-ce que cette transmission existe via ce médium et tout. Enfin, il y a vraiment des trucs hyper intéressants, hyper sérieux qui ont été faits par des très grands musiciens même en Europe, enfin bref, et aux États-Unis. Il y a vraiment un vrai matériau qui est absolument pas exploité, ce qui est extrêmement frustrant. Au-delà de ça, je me rappelle quand même d'un film joli avec une mise en scène des environnements qui sont quand même vraiment sympas dans le cadre d'une période américaine qu'on maîtrise mal, nous, en Europe, qui est tout ce début de XXe siècle, qui est en fait cette période du western crépusculaire, enfin d'un monde comment dire, qui est à la fois encore très vierge, mais un peu en train de mourir. Enfin, il y avait vraiment de très belles choses à faire avec, et je trouve que ça tombe un peu à côté, même si... encore une fois, le travail des personnages est pas si mal, même si les acteurs sont cool, même si tu vois, finalement tout ça pour faire une espèce de romance gay un peu basique, alors que ça aurait pu vraiment être un film très beau et très intéressant. Il y a un vrai un vrai coup manqué, et c'est vraiment dommage, quoi. Alban ? Oui, c'est ça. Enfin, j'allais revenir après sur autre chose, mais en fait, c'est pas un mauvais film, c'est que c'est un film qui est raté, et c'est ça qui est le plus frustrant quand tu le regardes. Rita, ton avis sur un film que tu n'as pas vu ? Oui, le retour de mon corner. J'allais dire que tout ce que vous dites, ça me rappelle énormément, et peut-être une popular opinion, mais Out of Africa. Ah ok, intéressant. Ok. Parce que romance un peu laiteuse. C'est quoi Out of Africa, pardon ?
C'est avec Non, Meryl je rigole, Streep. c'est genre c'est quoi Maigret? Ah, pardon. Mais moi, tu vois, Moi, l'ouverture, j'ai pas vu, l'amour. hein, donc, Ce que j'allais dire, c'est que c'est un film profondément ennuyant, je trouve. C'est un film de Sidney Pollack. Ouais, par ailleurs, Sidney Pollack, super réel, mais un film assez ennuyant, mais où t'as où t'as deux leads super sexy que t'es trop content de voir ensemble dans un film et tu te dis pourquoi on en a pas fait plus. C'est Meryl Streep et Robert Redford. Et du coup, est-ce que l'un de vous l'a vu non? Moi, je l'ai vu il y a très longtemps, donc j'en ai pas de Oui, mais toi, t'as pas vu History of Sound. Si. Mais si. Ah, merde. Mais c'est pas le même sentiment. Ok, bon bah voilà. C'est quoi ton sentiment alors, Yuri, sur History of Sound? Enfin, le son des souvenirs en VF, s'il vous plaît. Ouais, bah déjà, enfin, comment dire. Déjà, je trouve ce titre assez du coup trompeur, mais bon. Mais en fait, je le trouve. Comment dire, je vais globalement chanter la même mélodie que mes camarades, qui est que je me suis quand même un peu emmerdé pendant le visionnage de ce film. Et en effet, il y a quand même le sentiment en tout cas pour moi, d'une très grande déception. Alors aussi peut-être parce que le sujet on va dire, parce que toi t'es musicien, ça te parle. Non mais au-delà de ça, mais c'est une question. On parle de l'ethnomusicologie. Donc l'ethnomusicologie, c'est de faire, on va dire, l'archéologie de la musique, de comprendre les structures harmoniques, musicales, mélodiques qui se sont transmises de manière orale et en fait qui ont structuré des sociétés. Et c'est quand même, on va dire, un sujet en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin enfin limite tu me fais un film sur ça me suffit amplement, et sur justement les prémices de ce truc-là, c'est-à-dire qu'on voit des mecs qui sont des pionniers littéralement, qui disent mais en fait il y a une science, il y a une histoire, il y a comment dire, il y a un passé qui est contenu dans chacune de ces voix, dans chacun de ces chants, dans leurs différences, dans leurs similitudes, dans la manière dont on va les comparer, notamment ce truc qui est en effet très intéressant de cette île qui est un mélange et en même temps qui est un peu un abri parce que personne n'y va, et du coup on peut y entendre littéralement à quoi ressemblait le paysage sonore d'il y a je sais pas combien de temps. Et ça c'est oui, parce que justement c'est ça, c'est en fait aussi sur la disparition de la culture orale. Oui, voilà. Cette espèce d'instinct dans une génération, les gens arrêteront d'apprendre par cœur et ils n'auront pas ces éléments à transmettre. Sauf que tout ça n'est pas dans le film. En fait, ça, c'est un peu et ça c'est le principal point de déception pour moi, c'est que en fait, je pense qu'il aurait pu raconter, parce que j'ai lu ensuite l'entretien que Olivier Hermanus a fait avec notre Oliver, du coup, il s'appelle Oliver. C'est moi qui l'appelle Olivier, mais Olivier Hermanus a fait pour Tétu avec justement Florian qu'on salue, et pour lequel en fait, donc visiblement son intention était beaucoup plus de raconter justement cette histoire d'amour qui s'étend sur plusieurs années, et justement d'éviter tout un tas de poncifs du genre qui aurait été que leur problème principal aurait été l'homophobie ambiante et tout ça, et qu'en fait il voulait plutôt se concentrer justement sur des sentiments universels, de deuil, d'occasion manquée, d'histoire d'amour qui n'aurait pas eu lieu, etc. Et ce que je comprends parfaitement, et par ailleurs, s'il s'était tenu à faire ça sur fond d'ethnomusicologie, en fait ça aurait été un film formidable et très émouvant, parce que le souvenir des chants qu'il va retrouver, on va dire à un moment qu'il va retrouver à un moment du film, eh bien ils vont lui évoquer cette histoire d'amour, ils vont lui évoquer cette occasion manquée. Mais le problème c'est que le film n'en fait pas cet élément d'émotion-là, il n'en fait pas du tout un vecteur narratif intéressant ou efficace, et du coup il y a vraiment pour moi ce sentiment d'une giga occasion manquée, à la fois pour montrer ce qu'était, parce que je pense qu'en fait ils s'en tapent un peu, ce qu'était le véritable monde de ces pionniers et d'une science globalement dont tout le monde se fout, et en fait qui raconte tellement de choses intéressantes sur l'évolution de nos sociétés, et en même temps d'en faire un vecteur narratif émotionnel sur lequel il échoue complètement, parce qu'il s'attache à beaucoup d'autres affaîtries qui sont pas intéressantes. Et moi je voulais rajouter, puisque en fait c'est pas présent dans le film et qu'Olivier Hermanus en a visiblement rien à foutre, c'est que si ces histoires vous intéressent, si les archives orales des années 20, ça existe à la Bibliothèque nationale de France. Je l'ai prêché pour ma paroisse. Notre département a été créé justement grâce à un linguiste qui s'appelle Ferdinand Bruno, qui dans les années 20 est parti en France avec des phonographes sur cylindre pour enregistrer le parler en France, les chants, etc. Et c'est comme ça qu'il a constitué une sorte de phonothèque nationale, puis un musée. Et en fait, c'est à la fois les documents et tous les appareils d'enregistrement, plus de 500 appareils d'enregistrement sonore sont conservés chez nous à la Bibliothèque nationale de France. Et ça vient d'être classé patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, foncez, allez écouter ces choses si ces sujets vous intéressent. C'est accessible en libre service à la BNF, ou comment ça se passe? Là, pour les enregistrements sonores. Authentiquement non, mais c'est tombé dans le domaine public, donc ils sont sur Gallica, la bibliothèque numérique. Et les appareils, c'est pendant les journées du patrimoine. Bon, et le son de souvenir, très long pitch pour
très peu de souvenirs et on vous encourage tous à aller à la BNF plutôt que voir le film. Mais on a vraiment parlé longuement d'ethnomusicologie, quoi. Donc mais non, mais vraiment ça c'est cool. très bien. On est tous là pour ça. On va changer. Débat plus intéressant que le film, je pense. On va changer de domaine pour s'intéresser au stand-up. C'est Is This Thing On, le nouveau film de Bradley Cooper. Cover. To get a drink? Hey. Yeah. How come she didn't have to pay $15? She signed up for the open mic. Look at me. I kind of look like the guy who tells you the Ferris wheel doesn't work at the amusement park. I gotta date better men. Le mariage d'Alex et Tess ne tient plus qu'à un fil. Alex doit soudain affronter les doutes de la cinquantaine et la menace d'un divorce imminent. À la recherche d'un nouveau souffle, il se lance dans le milieu du stand-up new-yorkais, tandis que Tess remet en question les sacrifices qu'elle a faits pour leur famille. Manon, c'est un film de divorce, de séparation, donc c'est pour toi. Yay. Alors c'est plutôt c'est très étrange, absolument adorable. De se réjouir à ce point-là, ouais. C'est plutôt une comédie de remariage en vérité qu'un film de divorce. Oui, mais c'est souvent le pendant, on va dire le pendant lumineux des films de divorce, c'est la comédie de remariage qu'on aime beaucoup. Exactement. Mais moi, je crois que j'aime bien le projet de Bradley Cooper de. C'est le 3e long métrage comme réal. Ouais, et en fait, il fait une espèce d'étude du couple à l'aune de l'art, des ambitions artistiques un peu dévorantes, voilà, d'un des deux membres du couple. Et pour la 3e fois finalement, parce que la 3e fois. j'ai un trou d'un coup sur le titre. Maestro, évidemment parlait de ça, mais j'ai Star is Born. Star is Born parlait aussi d'une relation de couple avec la musique et le succès. Exactement, et je trouve ça super intéressant, et surtout que là je trouve qu'il prolonge la réflexion, et en même temps c'est pas tout à fait la même chose, parce que là c'est plutôt une passion amoureuse qui renaît grâce à la nouvelle passion artistique d'un des deux membres, parce que du coup, sans spoiler le film, le personnage principal masculin du couple va se lancer dans le stand-up, et c'est comme ça qu'il va reconquérir sa femme un peu malgré lui. Et moi, c'est un film que j'ai aimé. Déjà, c'est un film de divorce sans cris, sans trop de drame. En vérité, c'est un peu, il y a pas mal de marriage story là-dedans, de Noah Baumbach, mais c'est aussi un peu l'anti-marriage story, je trouve, parce que il y a pas de crise. Ils se séparent vraiment, genre en se brossant les dents le soir, en se disant bon bah c'est fini, oui ok c'est fini. Et je trouve ça vraiment tragique et j'ai vraiment aimé ça. Je crois que Laurent, tu trouvais que c'était un film qui était très... C'est vraiment tragique, mais non, mais je trouve que c'est une belle façon de représenter ça. Je crois que Laurent, tu disais que c'était un film qui était mal filmé. Parle de ce que je vais dire après. Non, mais spoil son avis. Je voulais revenir là-dessus parce que moi, au contraire, je crois que j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont était filmé ce film. Il y a un côté un peu frénétique, un peu caméra à l'épaule, un peu moche quand c'est le stand-up et un peu la passion amoureuse. Et en même temps, je trouve qu'il a il nous met dans une posture super intéressante parce qu'il y a plein de plans où on les voit, c'est quand même les deux personnages principaux, et on les voit souvent de loin, comme si on était dans une espèce de scène de groupe où on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe entre eux, s'ils s'engueulent, s'ils sont dans une forme d'intimité et tout. Et moi, je trouve que ça me mettait dans une posture assez intéressante vis-à-vis de ce couple. Et c'est aussi vachement un film qui parle de... comment, quand on est en couple, on l'est aussi pour le regard des autres et tout ça, et dans le regard des autres plutôt, et c'est aussi, ça parle vachement de ça, de comment quand on se remet ensemble, comment on se positionne par rapport aux autres. Et je trouve qu'il y a plein de scènes très belles, notamment une scène de réconciliation, dispute dans une chambre chez des amis où, je sais pas, on les croirait seuls au monde un peu dans leur cabane en haut, et je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plein de scènes. Je trouve que c'est la pire scène du film. Mais... Ah ouais, moi j'ai trouvé ça. Mais tu vas pas parler tout de suite, hyper Laurent. beau, justement leur posture vis-à-vis des autres et comment ils se positionnent vis-à-vis des autres. Et c'est pas un film. Effectivement, il y a un truc un peu, je trouve. Dans sa représentation du stand-up, ça se passe pas comme ça. On devient pas, on n'a pas du succès dans le stand-up comme ça. Ça paraît vraiment trop simple. Et je suis d'accord que c'est pas très. Pour la défense du tout, il a pas vraiment de succès. Ça reste quand même un délire. Genre, on gagne pas d'argent. Mais pour jouer au Comedy Cellar plusieurs fois par semaine. Le mec, il voit la lumière, il rentre et ça marche, quoi. On sait bien que ça ne se passe pas comme ça. Mais en même temps, je trouve que le sujet du film n'est pas le stand-up. En fait, le stand-up est une espèce de prolongement de leur façon de raconter ce couple-là. Et c'est sa psychanalyse, littéralement. Ouais, complètement. Ça m'a pas dérangé. Et ouais, donc non, moi c'est plutôt un film que j'ai aimé. En fait, on sait jamais ce qui va se passer entre eux, si véritablement ils se remettent ensemble ou pas. Et j'aime bien cette. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que Rita, t'es une grande fan de la série Mrs. Maisel. Avec je trouve que le film a une proximité quand même en termes de sujet.
Proximité, moi je trouve que c'est un gentil mot pour dire plagiat. Mais non, je rigole. Mais en vérité, c'est quand même un peu la même idée de départ. C'est un couple qui se sépare à New York et l'un d'entre eux est démuni. La femme du couple pour Mrs. Maisel en l'occurrence. Et ici l'homme du couple interprété par Will Arnett, pour qui j'ai beaucoup de sympathie par ailleurs, mais qui en fait est un peu démuni, un petit peu aidé par la substance, et qui se retrouve à monter sur scène de manière un peu comme une déflagration en fait, et qui va raconter sa vie et ça va plaire et ça continue. Bon, sauf que Mrs. Maisel se concentre vraiment sur le stand-up et les relations amoureuses sont presque périphériques avant de prendre le dessus, tandis que dans Is This Thing On, dont le titre veut dire est-ce que ce micro est allumé, ce qui est généralement ce que disent les personnes qui font du stand-up. C'est un jeu de mots d'ailleurs en réalité. Oui, avec aussi, mais situation. Oui. Et est-ce que vas-y Manon, explicite. Est-ce que le couple est allumé ou est-ce que oui, c'est ça. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais en fait, là, on va suivre Will Arnett. Et déjà, moi, j'ai un premier problème, c'est que ce n'est pas une comédie de remariage, ni même une comédie sur le divorce, puisqu'on ne suit qu'un des deux personnages. Et qu'au fil du film, on essaie de nous inventer une storyline, enfin une intrigue, mais alors d'un ridicule sur Laura Dern et sur qui joue la potentielle que Laura Dern, que j'adore, sur une potentielle carrière dans le volleyball. Je ne me suis pas remise de cette idée de carrière dans le volleyball de Laura Dern à 59 ans, mais c'est ok. Elle est coach, c'est pas grave. Elle reprend aussi le volleyball en tant que joueuse. Non mais en tant que. Et au-delà de ça. En tant que, comme si moi je prenais le volleyball demain, tu vois. Je peux pas. Laurent, on t'attend sur le terrain. En tout cas, mon premier problème avec ce film, c'est quand même le fait qu'on est entièrement du point de vue de Will Arnett, mais qu'il essaye de nous vendre un entre-deux de ça, couple. je suis d'accord. Et surtout pour moi, Will Arnett, qui a donc coécrit le film avec Bradley Cooper et qui donc moment gossip, Will Arnett était marié pendant un certain temps à Amy Poehler, dont je vous parle souvent ici. Et ce film est grand. Tu savais pas? Non. Pendant genre 15 ans. Et je précise qu'il y a Mark Chappell aussi qui a participé au scénario. Ils l'ont coécrit 3. Pardon, oui, ils étaient 3, mais c'est vraisemblablement sur une idée originale de Will Arnett, qui du coup a pris 10 ans à se remettre de son divorce et qui fait son Noah Baumbach, parce que c'est clairement un film qui veut être Noah Baumbach dans sa manière d'écrire des dialogues, dans sa manière d'avoir des dialogues de sourds et de gens qui s'interrompent, et qui est à New York et qui les gens sont censés être très swag, machin. Il n'y a pas le millième du neuroticisme, c'est pas le mot, mais du côté neurotique qui peut y avoir dans Baumbach, qui lui-même se prend pour Woody Allen, mais c'est un autre sujet, qui en fait crée un espèce de problème profond pour moi au niveau des dialogues de ce film. Petite allitération. Oui, j'ai pas petite AVC ou allitération, ça dépend à qui tu demandes. Mais en fait, j'ai été très touchée par certains moments du film, mais dans la plupart des moments, je trouvais que c'était une comédie de remariage des années 40, mais très vulgaire, et d'un point de vue masculin qui parfois est confondant de bêtises. Il y a des moments où Will Arnett réalise des choses, et je sais que les hommes de la cinquantaine, après leur divorce, de cette génération-là, réalisent des choses qui paraissent évidentes. J'en ai conscience, mais ça ne me les rend pas plus agréables. Et donc, quand je vois Will Arnett réaliser que oui, il a dû laisser à sa femme un peu de la charge mentale du couple, et être en mode, mais comment j'ai pas vu ça avant? Ça me rend ouf, et j'ai du mal à être en empathie avec ce personnage. Et au-delà de ça, alors qu'encore une fois, j'ai beaucoup de sympathie pour cet acteur et pour ce qu'il incarne la plupart du temps au cinéma. Et il a une voix super sexy, donc ça aide. Mais en fait, ça m'a rappelé un autre film que j'ai trouvé très inégal sur Netflix récemment, qui était Jay Kelly, qui parle aussi d'un mec de cet âge-là, un peu plus âgé, qui essaye de comprendre, de naviguer dans sa vie. Donc finalement, est-ce que de Noah Baumbach, justement, est-ce que justement ils ont pas réussi à faire Noah Baumbach finalement, mais Noah Baumbach période Netflix, je ne sais pas. En tout cas, j'étais un peu paumée, et ça m'a donné envie d'avoir cette version du film du point de vue de Amy Poehler, qui n'a rien demandé à être dans cette conversation, mais non, mais on est toujours ravis de l'accueillir dans la conversation. Yori, je te demande ton avis masculin, mais pas confusant de bêtises, a priori. Oh là, ça je promets rien. Non, moi j'ai bien aimé ce film. Pardon, je t'interromps, Yuri. Oui. J'ai bien aimé le film par moment. On dirait pas comme ça. J'ai fait le pendant extrême parce que Manon a dit les trucs positifs. Je suis d'accord avec la plupart des choses qu'a dit Manon. Je suis quand même, je suis un peu désolée à la fin, mais il y a des trucs que j'ai trouvé assez rigolos. C'est plutôt la déception qui parle. Oui, parce que j'adore Bradley Cooper, j'adore toutes les personnes impliquées dans ce projet, et j'adore pas le stand-up. Même Amy Poehler, alors qu'elle n'est pas impliquée dans le projet. Exactement. Mais voilà. Et moi, je suis d'accord avec le reproche sur le personnage féminin qu'on fait semblant, à qui on fait semblant de. Voilà. C'est pas beau quand vous êtes d'accord dans vos désaccords. On est d'accord. Et sinon, moi j'étais en train de dire des trucs. Bienvenue dans ma life. Non, bref, reprenons le cours des événements. Non, calme-toi quand même. Je disais que c'était. Moi, j'ai plutôt bien aimé ce film, notamment parce que justement, il ne fait pas du stand-up son sujet, et que j'ai trouvé sa manière de représenter le couple, la manière qu'ils ont de se parler, que moi j'aime beaucoup en fait. Ils sont hyper vaches l'un avec l'autre.
Ils envoient quand même vraiment des dingueries et c'est assez drôle et toujours avec une espèce de second degré. Quand il lui dit tiens, ça c'est ma photo préférée de toi quand t'as découvert le minivan que j'ai acheté, c'est un des moments ça m'a fait hurler de rire où elle fait la gueule et tout. Enfin, il y a plein de choses en fait comme ça qui sont. Mais ça c'est la dernière minute. Enfin. Mais alors il y a pas que ça, mais on va dire il y a plein de belles choses. Il y a plein de belles choses en fait qui sont à la fois drôles, sarcastiques et en même temps assez tendres. Et je suis d'accord que il y a, on va dire, le film est un peu trop long, un peu trop bavard, un peu trop, il s'écoute un peu trop parler. Enfin littéralement comme beaucoup d'humoristes de stand-up. Mais je pense qu'il y a quand même un truc qu'il faut reconnaître à Bradley Cooper et c'est le cas dans chacun de ses films, y compris ceux où il se met en scène. C'est que il se met en scène dans ces 3 films en tant que réel. Oui, mais il a des rôles plus importants dans l'un ou dans l'autre. En tout cas, il y a quelque chose. Oui, effectivement, il n'est pas le personnage principal dans celui-ci. Ouais. Il y a un truc qui m'avait marqué dès A Star Is Born et que je trouve qu'il se retrouve dans chacun de ses films et qui potentiellement est en train de devenir sa marque de fabrique, c'est qu'il laisse vraiment les comédiens jouer à l'écran, quoi. Et je trouve qu'il y a une sorte de générosité de ce point de vue-là, de les laisser déployer des séquences, de les laisser déployer des émotions, parce que souvent les trucs de stand-up quand il les filme dans son film, c'est filmé en un seul plan. Il y a assez peu de coupes. Les scènes d'engueulade, elles sont filmées en pareil, il y a assez peu de coupes, donc il y a une sorte de, je trouve, de générosité envers ces comédiens et par capillarité avec nous, le public, parce qu'on peut voir des comédiens vraiment prendre l'espace et s'approprier comme ça des situations. Et je trouve que, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me touche du point de vue notamment d'un comédien qui fait des films, parce que je pense que c'est du coup ce qu'il aime filmer, c'est des performances. Et à chaque fois, et dans celui-là, comme dans ses films précédents, je trouve qu'il arrive à leur donner un espace dans lequel ils peuvent s'exprimer avec une forme de justesse. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu Laura Dern. Alors, je suis d'accord avec les réserves qu'il y a sur son personnage, mais moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai. Par ailleurs, le film touche quand même quelque chose du doigt, qui est que elle a 59 ans dans la vraie vie, mais le film ne la rend pas plus jeune, dans le sens où le film assume qu'elle ait fait, son personnage a eu des enfants tard, a mis sa carrière en pause tard, et je trouve que en fait c'est pas anodin et que c'est quand même une relation de couple qu'on n'a pas l'habitude de voir, et le rôle qu'il lui donne avec les réserves d'écriture que je rejoins, en fait il est quand même assez beau par moment, et il lui donne quand même une place à l'écran que moi j'ai trouvé assez touchante, avec évidemment des réserves que vous avez soulevées. Rita, mini point, Bradley Cooper, meilleure partie de ce film. Il joue un mec qui a 4 scènes et qui m'a mais vraiment genre un comique de physique, c'est pas français, et une forme d'humour qui passe par son corps et sa physicalité qui est iconique. Et même juste, moi j'avais envie d'avoir un film sur ce personnage-là, en vérité. Qui s'appelle littéralement Couille. Ouais, il s'appelle Balls. Et moi j'ai un mini truc à rajouter sur le personnage de Laura Dern aussi. Tu parleras pas, Laurent. Cette scène, de toute façon, son avis a été spoilé par Manon, donc. Effectivement, son personnage est sous son destin et en dessous de celui de son ex-mari. Mais je trouve que toute la scène où il fait développer une photo d'elle quand elle avait une grande carrière de volleyballeuse, et qu'elle le prend assez mal parce qu'en fait c'est pas volleyeuse, pardon, c'est pas la elle de Balls. C'était un jeu de mots exprès, bien sûr. Pardon. J'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, et du coup elle le prend mal parce que c'est pas la elle de maintenant. Ouais. En fait, je trouve que ça encapsule quand même tout le reste, et du coup ça pardonne presque en fait je trouve les défauts d'écriture de son Je personnage. suis assez d'accord avec toi. Laurent, vas-y Laurent, pardon. Si tu veux participer à ce débat. Moi j'ai trouvé ça. C'est le premier film Bradley Cooper que tu vois ou pas? Non, j'ai vu Maestro. T'as pas vu Star Is Born? Non, j'ai pas vu Star Is Born. T'aimerais de ouf? Je trouve que Maestro c'est pas dingue. Oui, mais je suis d'accord, mais t'aimerais de ouf Star Is Born. Et ça, j'ai trouvé ça globalement pas dingue non plus. Chiant, mal filmé et pas bien fait. Voilà, on va faire ça. D'accord. C'est-à-dire que je trouve qu'en fait cette histoire de séparation, et je suis d'accord plutôt pas mal dans le sens où ils sont pas juste à se hurler dessus toute la journée, et tu vois qu'il y a vraiment un truc où en fait un point d'inflexion, ils sont d'accord sur le fait que globalement leur relation marche pas. Ça, je trouve ça assez intéressant. Mais bon, en dehors de ça, en fait c'est très plan-plan et pas super. Je trouve ça globalement vraiment mal filmé, où tout est un peu genre caméra à l'épaule, un peu planqué. Il veut faire son cassavette. Tout est à genre 9 cm des visages des mecs. Enfin, il y a vraiment un truc genre stop, arrête. Faire son bof aussi, I would argue. Enfin, je veux dire, en fait, je m'en fous. Je trouve ça chiant à regarder. Tu vois, je trouve ça genre vraiment, mec, arrête, essaie de, tu vois, de. Fais les plans larges, s'il te plaît. Non, mais juste filme les situations, pas juste les visages des acteurs, parce que en effet, ça se voit que c'est un film d'acteur et qu'il a envie de filmer ses acteurs. Mais dans l'absolu, ça m'intéresse pas, tu vois. Même d'un point de vue cinématographique, je trouve ça complètement bidon. Et dans l'ensemble, je trouve que la relation qu'ils ont, et même le développement en fait de ces deux personnages et de leur relation est quand même
assez mal fait, c'est-à-dire que ça stagne beaucoup, sauf à la fin où ils ont des conversations hyper signifiantes pour un peu valider leur rabibochage et qu'en fait on arrive à trouver un terrain d'entente sur un truc que je trouve en fait hyper bidon. Ils parlent un peu comme des psys en fait. Ils parlent pas comme des gens. Et il y a un truc que je trouve quand même c'est syndrome Dawson, ça. Il y a un truc que je trouve quand même très pénible RP. et complètement bidon. Il y a aussi un autre truc qui moi me dérange beaucoup, c'est que vous avez dit que c'est pas un film sur le stand-up. Alors certes, c'est vrai que c'est pas vraiment un film sur le stand-up, mais c'est un film qui surtout ne comprend pas trop en fait comment ça marche et ce que ça veut dire. Et en particulier une des dernières scènes, on voit le personnage de, alors je spoil un peu, désolé, mais on voit le personnage de Will Arnett complètement craquer et hurler au micro. C'est fondamentalement ne pas comprendre ce que c'est que le stand-up et ce que c'est que les gens qui font le stand-up, et que c'est ça qui est vraiment intéressant en fait. Mais alors, sachant que lui n'est pas un stand-upper. Sauf qu'il se prend au jeu. Oui, et ça fait 20 fois là. Il est là. Oui, mais du coup, il y a un moment, il peut craquer. Enfin, oui, mais pas, en fait, la raison pour laquelle il est là, c'est que justement, tout l'intérêt de catharsis et d'intérêt du stand-up, c'est précisément de ne pas faire ça. Donc il y a vraiment un truc que je ne comprends pas dans ce film, que j'ai trouvé, en plus de un peu raté et de globalement pas aller là où il devrait aller et là où il est censé aller. En plus, c'est ennuyeux, quoi. Enfin, je veux dire, on a ces 15 fois les mêmes scènes, on a compris, c'est longuet, c'est classique. Et même si je suis d'accord, les acteurs sont très bons, et même si dans le fond, c'est pas non plus genre les personnes doivent aller au tribunal dans là-dedans, tu vois. Je trouve que c'est quand même vraiment raté et pas bien, alors que ça aurait dû être globalement un bon film. Donc ouais, grosse déception quand même pour moi. Mais après, voilà pourquoi Laurent et moi sommes ceux qui se prennent le plus de commentaires de haine de ce podcast. Bon, en tout cas, Is This Thing On ne parle pas vraiment de stand-up, mais nous permet quand même d'ouvrir une discussion sur la représentation du stand-up sur le petit et grand écran. C'est le focus du jour. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Alors comme toutes les semaines, on vous a demandé sur Instagram quels étaient les films et séries de stand-up qui vous avaient le plus plu. Majoritairement, les gens citent la série Drôle. Et il y a même quelqu'un qui nous dit, alors qu'elle a eu qu'une saison, c'est vrai que c'est une série qui a été arrêtée très tôt au bout d'une... Netflix. Moi, j'aurais dit que c'est la preuve qu'il n'y a pas grand-chose de bien quand même. Parce que c'est bien Drôle. Non, la vache, non. Ensuite, on aura l'occasion d'en parler. On va pas débattre là tout de suite de la série Drôle. Donc la série Drôle revient majoritairement. La série Crashing, le film Man on the Moon, La valse des pantins. Alors là, le mec de la trilogie péruvienne Asumare. C'est Antoine, ça. Je le connais, j'ai son nume si vous voulez lui tendre la perche. C'est tout à fait Antoine. Nous avons Annette qui revient avec un Annette sauf la marionnette. Annette. Oh, waouh, oui. Ouais. Mrs. Maisel, évidemment. Annette, alors dans Annette, Adam Driver, il est oui, il est humoriste, tout à fait. Alors vraiment. The King of Comedy. Et quelqu'un qui nous dit pas beaucoup de stand-up chez Gilgamesh avec un emoji triste. C'est un mec qu'on connaît ou pas? Non. Oh, bravo, c'est trop bien. J'adore. Bravo à lui, effectivement. On parlera pas de Gilgamesh aujourd'hui à la grande. Tu crois moi, j'ai pas préparé de point historique, les gars, donc ça se trouve. Pas de point historique, mais effectivement, Laurent, pour la semaine prochaine, pourras-tu vérifier s'il y a du stand-up s'il y a de l'humour, s'il y a une manière en fait, qui fait des blagues. Est-ce que Gilgamesh fait des vannes très important, évidemment. Donc on va en discuter donc de la représentation du stand-up sur le petit et grand écran. Le premier point qui nous a semblé assez intéressant de creuser, c'est que souvent, alors qu'on parle effectivement d'humour, c'est censé faire rire les gens, le stand-up, en réalité, les films et les séries qui parlent de stand-up, ça sert à mettre en scène la solitude. Alors, solitude, seule en scène du stand-up. Oui, Rita ? J'allais dire peut-être un mini point histoire avant. Ah bah allons-y. Si je peux me permettre. Entre les liens, sur les liens entre le stand-up et le cinéma. Stand-up, déjà, comme son nom l'indique, c'est l'humour, des performances d'humour où la personne est debout sur scène face à son public. Généralement, c'est un mec et un micro. Je pense qu'on a tous l'image en tête. Et moins une femme et un micro, on y reviendra. Exactement, c'est une performance qui vient principalement des États-Unis et qui a vraiment éclaté, explosé dans les années 50 à peu près, dans une après-guerre où en fait on a la parole qui se libère et qui devient de plus en plus crue, parce que le stand-up c'est censé aussi beaucoup parler de choses que tu remarques et des choses que tu remarques en rapport avec toi et ton rapport au monde. Et on a beaucoup on a eu toute une tradition du stand-up qui vient de New York, et plus précisément d'humoristes juifs new-yorkais qui ont commencé dans les Catskills, qui est une montagne, une chaîne de montagnes près de New York où il y avait beaucoup de... Si vous avez vu Dirty Dancing, c'est là que ça se passe. Il y avait beaucoup de j'allais dire colonies de vacances, c'est pas le mot. Si, c'est ça. Summer camp en fait. Ouais, en fait, mais c'est pas que des enfants, genre c'est toutes les familles qui allaient là-bas et qui louaient des
bah non. Dans la série Mrs. Maisel, dont on va beaucoup parler dans ce focus, c'est aussi le cas sur toute une moitié de saison qui se passe dans les Catskills. Et il y a des gens comme Larry David, Woody Allen, qui ont commencé là-bas. Et on a à la même période l'explosion et l'émergence d'abord d'une personne qui s'appelle Lenny Bruce, qui est un humoriste américain. Plus dans les années 60, Lenny un peu à poil plus tard, effectivement. Mais même en vérité, j'ai dit 50, j'étais gentil, mais c'est plutôt 60. Lenny Bruce, en fait, qui était quelqu'un qui a amené les gros mots, et je le dis vraiment comme ça dans le stand-up, en fait, qui a été très vite emprisonné parce qu'en fait, on y avait atteinte à la pudeur quand il faisait ses spectacles, où les gens, en fait, les flics assistaient à ses spectacles, déjà parce qu'ils trouvaient ça drôle, et aussi pour l'arrêter à la fin du spectacle ou au milieu s'il déconnait un peu trop en disant un peu trop de gros mots. Et je vous invite à les réécouter aujourd'hui, ces sketchs, ça n'est pas drôle. C'est quelqu'un qui est en pleine déliquescence mentale et sur l'état du monde et qui dit beaucoup de gros mots, effectivement. T'as dit un truc ? Non, mais c'est juste que c'est en effet devenu une espèce d'icône pour la liberté d'expression aux États-Unis et sur pouvoir pousser le curseur de ce qu'on peut dire ou pas dire. Voilà. Et là, vous prenez un peu d'avance dans le focus puisqu'on y reviendra sur la question de la politique. Ce que j'essaie de dire, c'est pourquoi le lien entre ça et le cinéma. Déjà parce que beaucoup des gens qui ont fait du stand-up à cette période, donc j'ai cité Woody Allen et Larry David, qui ont ensuite fait du cinéma ou de la télévision. Et de la même manière, Lenny Larry Bruce. et son nombril, Curb Your Enthusiasm en VO. C'est Larry et son nombril Larry et son nombril, c'est le titre VF de Curb Your C'est un des Enthusiasm. co-créateurs de Seinfeld. Oui, qui est co-créateur de Seinfeld. Enfin, il y a. C'est pour ça, d'ailleurs, tu le mets avec Woody Allen, c'est quand même pas tout à fait la même génération. Mais ils ont. Ils sont de la même génération. Je vais checker ça, mais à mon avis, ils ont pas tant d'écart. En tout cas, tout ça, c'était pour dire qu'ils ont commencé à préparer de la même manière et il y a toute une génération de personnes, et pas qu'une seule génération en vérité, tu as raison, qui sont partis du stand-up pour aller vers le cinéma, qui ont amené leur tradition de stand-up, et on va y revenir. Et la dernière chose que je voulais dire sur Lenny Bruce, qui est vraiment une personnalité fondatrice de tout ça, c'est Lenny Bruce a ensuite été immortalisé à l'écran par Bob Fosse dans un film qui s'appelle Lenny, où il est interprété par Dustin Hoffman, qui est sur le stand-up et sur la descente aux enfers que ça peut représenter. Voilà. Donc, pour revenir à ton point, Elisabeth, qui était... J'allais juste dire que Larry David a 12 ans de moins que Woody Allen. Larry David est de 78 ans et Woody Allen 90. Donc voilà, c'est pas tout à fait plus tard, c'est 25 ans. Donc ils sont quand même à peu près de la même génération, effectivement. Alors là, tu disais plein de points. En fait, c'est intéressant parce que ça va brasser beaucoup des points qu'on va aborder en fait dans le focus. Mais merci à toi, pas de Gilgamesh, mais presque. Je parlais effectivement de la solitude, de la mise en scène aussi un peu du mal-être, et on en a parlé dans Is It Thing Gone où en fait il aborde quand même les thèmes de son divorce. Donc effectivement, il y a une contradiction souvent entre l'humour qui est provoqué et la solitude ou le mal-être des personnes qui provoquent cet humour. Il y a en fait une sorte de cinégénie assez particulière de la figure de l'humoriste qui est qu'il est seul en fait, de fait, face à un public. Et du coup, ça crée comme ça, à mon avis, une typologie de personnages qui d'ailleurs, je ne sais pas dans quelle mesure elles sont fantasmées ou elles sont vraiment... Est-ce que vraiment tous les humoristes sont complètement dépressifs ? Tu vois, c'est une espèce de truc. Mais il y a quand même une sorte Ils en jouent en tout cas. Voilà. Mais que tu mets quelqu'un seul sur une scène face à un public qui en fait est sans filet et doit dire des trucs, doit faire rire les gens, doit potentiellement faire rire le public et qui est dans la salle et qui est de l'autre côté de l'écran, il y a comme ça, à mon avis, ça cristallise une forme de personnage qui est forcément prompt à la dépression, à la solitude, et ça permet en fait de manière assez simple d'isoler et de filmer un personnage seul. Et du coup, moi, c'est un truc qui souvent me marque dans les films où tu as des stand-uppers, des humoristes, c'est que c'est souvent, et notamment dans le film de Bradley Cooper dont on a parlé tout à l'heure. Oui, on pense aussi à Funny People. On pense à Funny People, on pense à La Valse des Pantins. À La Valse des Pantins, à Man on the Moon, et il y a une sorte d'extrême solitude du personnage et comment ces films-là vont ou pas explorer la manière dont ils combattent cette solitude-là. Et c'est une des seules formes d'expression, parce que souvent la musique, on est rarement soliste, enfin sauf si on est vraiment pianiste classique ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment une des rares seules formes d'expression artistique où on est vraiment complètement seul face à un public. Non. Oui, puis quand même le but du stand-up, c'est quand même de verbaliser ses états d'âme et tout ça. Et du coup, c'est hyper intéressant, je pense, pour le cinéma de mettre en scène ce genre de personnage, parce que ça permet de verbaliser des choses que du coup, tu n'as pas besoin de montrer ou de filmer autrement. Oui, c'est l'état intérieur vraiment du personnage, vraiment servi à l'oral. Voilà. Je pense que dans le film de Bradley Cooper, si il n'avait pas dit sur scène tout ce qu'il pensait de son ex-femme, tout ça, leur retrouvaille, il n'aurait pas eu les mêmes saveurs. Donc je pense que c'est quand même assez cool de filmer ça au cinéma. C'est le décalage en fait entre effectivement la verbalisation de son état intérieur et ce qu'on voit nous dans sa représentation sociale. Ça fait une espèce d'exutoire qu'il a le droit de dire à voix haute, et du coup on a toutes les clés nécessaires. Et puis je pense aussi que ça permet d'éviter
pas mal de pathos parce que du coup tout ça se passe via l'humour et je pense que c'est aussi quelque chose d'assez assez intéressant. Moi, il y a un film que j'adore qui mêle des thématiques super difficiles et en même temps le stand-up, c'est Obvious Child. L'actrice, c'est Jenny Slate qui jouait dans Passion. Passion, dans la série Parks and Rec. Et donc, elle se joue elle-même parce qu'elle est stand-upeuse dans la vraie vie et c'est un personnage de stand-upeuse. Elle se fait quitter par son mec parce qu'elle raconte beaucoup trop de choses de leur vie intime sur scène. Et il s'avère qu'en plus, dans sa vie privée, elle va devoir avoir recours à l'avortement. Et franchement, je pense que c'est le meilleur film de défense du droit à l'avortement que j'ai vu de ma vie, quoi. Et pourtant, tu te poiles tout le long. Et je trouve ça, enfin voilà, c'est toujours, je trouve, une façon d'aborder des thématiques super difficiles via l'humour. Pareil, t'en parlais tout à l'heure dans Ça me fait plus rire, I Used to Be Funny en VO, où c'est vraiment, je trouve, un film post-MeToo, quoi. Enfin, c'est-à-dire que là, l'humour permet, je trouve, d'aller beaucoup plus loin dans le sujet MeToo. C'est une fille qui s'est fait agresser sexuellement, mais voilà, bon, il s'avère que c'est là et on essaie d'analyser les conséquences sur son humour. Et du coup, je trouve que ça permet d'aller plus loin encore, en fait, que simplement le fait de l'agression sexuelle. Rita ? Pour revenir à ce que vous étiez en train de dire par rapport au point historique, c'est quand même le stand-up, initialement, c'est pas forcément pour parler de soi. C'est très intéressant de voir que c'est ce qui est resté en fait dans la fiction filmée, alors qu'initialement, le stand-up, c'est pour faire... D'abord, c'était des blagues, mais vraiment des blagues au sens enfantin presque du terme, où tu racontes, il y a un setup et un payoff. Hein, ça vient du musical, hein. Exactement, ça peut être de la contrepétrie, des jeux de mots, enfin, c'est vraiment ça, avec parfois... Des blagues de prout. Voilà, ça peut être, c'est-à-dire c'est littéralement quelqu'un qui commence le début, qui met le setup de la blague, et puis quand il dit la chute, il y a le voilà. Et après, c'est devenu quelque chose de ma femme m'a dit ça, machin, et puis ensuite c'est devenu carrément le cliché du mec qui parle de sa femme, puis c'est devenu le cliché, on appelle ça le syndrome Blanche Gardin généralement, de la femme qui parle de cul. Et je trouve d'ailleurs, c'est une de mes grievances, un de mes griefs avec Is This Thing On, c'est que toutes les femmes comiques dans le film ne parlent que de cul et de trucs très très graphiques au sujet du cul, qui est quand même quelque chose qu'on a beaucoup analysé et disséqué dans le stand-up. Alors pour avoir été oui, c'est vrai. dans des clubs ça décrit quelque chose de réel et c'est d'autant plus intéressant, c'est intéressant et irritant à la fois, disons, mais on a parlé du film déjà. Ce que je voulais dire à ce sujet, c'est que c'est très intéressant du coup qu'au cinéma on ait gardé, et c'est précisément pour ce que tu disais Manon, l'idée du stand-upper ou de la stand-upeuse comme quelqu'un qui suranalyse et fait sa propre psychanalyse sur scène des choses qui lui sont arrivées dans sa vie ou qui lui arrivent même dans l'instant présent à chaud, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant pour créer des personnages dans une mécanique de scénario que quelqu'un qui monte sur scène et qui dit vous avez remarqué mais oui, complètement. En fait, il y a un truc de créer un espèce de personnage et son double, enfin, le système de décalque, en fait. Et ce qui est quand même, encore une fois, au regard de comment l'industrie française du stand-up a fonctionné, assez inédit, puisque dans la mesure où les stand-uppers les plus connus en France, donc je vais parler d'il y a 15 ans, mais genre Jamel, Gad, ce genre de personnes. Et Florence Foresti qui a fait sa série sur Canal. Oui, mais c'est des gens qui parlaient pas d'eux au début. Au début, ils parlaient de tu vois, Gad, le blond, ces sketchs-là, c'est des choses qu'ils remarquent. En fait, c'est du stand-up qu'on dit observationnel, où tu remarques des choses de ta vie et ton regard sur ces choses-là sont drôles, mais tu vas pas commencer. Gad, dans ses sketchs, ne disait jamais ma femme et mon fils. Et puis ensuite, ils ont regardé des vidéos d'humoristes américains, ils ont tout pompé. Mais en fait, c'est ce que je viens de dire, la tradition française du stand-up. J'y viens, Laurent, merde alors. Va lire Siménon. Simenon. Et j'en ai jamais lu un seul. Hein, J'y viens, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que c'est un art américain, comme je le disais en introduction, le stand-up initialement, et c'est pour ça qu'on a gardé un mot anglais pour le dire. On l'a pas francisé, ça serait hilarant. Par seul en scène. On dit seul en scène en France. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais on appelle ça du seul en scène. Mais un seul en scène, ça peut être. Moi, j'ai vu un seul en scène la semaine dernière qui faisait pleurer. Enfin, c'est pas de l'humour forcément. En anglais, on dit one man show à ce moment. Aussi. Mais du coup, c'est pas tout à fait. Et alors en France, c'est devenu le one man, ignoble mot, impossible. Mais par contre, le stand-up, c'est quand même c'est une tradition américaine, et quand c'est arrivé en France, c'est arrivé dans les années 90 à peu près, un peu avant, mais en vérité dans les années 90 avec Eli Kaku et ce genre de personnes qui n'ont pas forcément fait la transition au cinéma. Parce que c'est pas du tout les mêmes dynamiques dans les traditions de ce que c'est. Après, Eli Kaku, si je dis pas de bêtises, il joue dans La Vérité si je mens. Il a commencé une carrière, il est mort prématurément. Ce que j'essaie de. Mais ce que je veux dire, c'est que. Pardon, laissons parler Rita.
Ce que j'essaie de dire là-dessus, c'est que Eli Kaku, on l'a vu au cinéma en tant qu'acteur, on n'a pas vu Madame Sarfati au cinéma. Exactement. Ouais. Parce que les sketchs d'Eli Kaku, je vais parler, en fait, vous savez quoi, je vais parler lentement, ce qui m'arrive rarement, mais comme ça vous pouvez pas m'interrompre. Eli Kaku, dans ses sketchs, et la tradition du stand-up français, c'est de la création de personnages, et c'est ce qu'on retrouverait dans SNL, dans le Saturday Night Live américain, à savoir créer des univers et des choses qui vont revenir de temps en temps, mais globalement, tu vas faire un sketch, et quand il sera fini, tu passeras au suivant. Alors que la tradition américaine du stand-up, ça va plutôt être quelqu'un qui va raconter une tranche de sa vie, et c'est des choses qu'on retrouve dans le spectacle de Kian Kojandi par exemple, où il y a un fil narratif tout du long, et à la fin tu arrives à une chute, ce qui s'approprie beaucoup plus à une adaptation cinéphile avec une trame tout du long. C'est bizarre de m'entendre. Ouais, c'est très, ça me fait très étrange. Je vous jure, je peux faire ça tout le temps. Ouais, mais je t'écoute. Je t'écoute d'habitude. Et je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup plus vite adapté et fait la transition entre le stand-up américain que ce qui s'est passé en France. Manon ? Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que tu parlais du SNL, tous ceux qui sont passés par le SNL sont devenus des humoristes, enfin beaucoup sont devenus des humoristes comiques et ensuite on finit au cinéma. Tout en réussissant. Voilà, par exemple, mais il y en a 1000 autres. Ils ont gardé quand même leur identité d'humoriste tout en arrivant à s'insérer dans plein de scénarios hyper différents au cinéma. Là où je trouve qu'en France, ils n'y arrivent pas vraiment. En fait, j'ai l'impression que tu trouves. C'est ça. En fait, les regarde humoristes... Jamel dans Mercato. Oui, non, mais voilà. En fait, les Jamel, c'est peut-être une exception, mais là où je rejoins Manon, c'est qu'il y a quand même beaucoup, en fait, qu'on va employer pour ce qu'ils dégagent, en fait, en tant que humoristes sur scène, et ils viennent interpréter eux-mêmes. J'ai été d'accord avec toi en disant ça. Ouais. En fait, les Français, ils arrivent moins, je trouve, les humoristes français, à faire le passage au cinéma et à garder cet équilibre entre genre leur personnage de comique et servir d'autres scénarios. Je suis assez d'accord. Je pense à Thomas N'Gijol, par exemple. Je suis assez d'accord que c'est assez... Qui est l'exception, Thomas N'Gijol. Qui est une exception dans le sens où il a réussi. Enfin, j'ai l'impression que là où il s'est créé une légitimité dans le cinéma, c'est quand il a 15 ans. Quand il a fait autre chose, quoi. Mais c'est vrai que c'est un des pipelines les plus clairs pour les gens qui ne sont pas des Nepo Baby pour devenir acteurs. Un pipeline, enfin un tremplin, quoi. Un tremplin, quoi. Une manière d'accéder au statut d'acteur et d'avoir une carrière, en fait. Regarde, Inès Reg a fait un film avant moi. Mais sur Inès Reg et Elisabeth qui es-tu ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi c'est genre, non, mais, bref. Il y a plein de gens qui ont fait des films avant toi. Non, mais je vous raconterai pourquoi. Je vous raconterai pourquoi. Elles sont les paillettes dans tes yeux. Je sais pas, je vous raconterai pourquoi il y a des dessous chez Amazon. Toujours est-il que non, c'est aujourd'hui quand tu veux devenir acteur en France, si t'es pas un Nepo Baby, en fait, il vaut mieux faire du stand-up. Complètement. Il vaut mieux commencer là-dedans, ce qui est délirant. C'est pour ça qu'il y a plein de projets aujourd'hui. Enfin, tu vois, Canal, par exemple, qui a un bassin d'humoristes, effectivement, cultive ensuite. Après, ils partent aussi sur les plateformes, etc. Mais réfléchissent à des séries quasiment basées sur tous les comédiens de stand-up. Ça me permet d'aborder le point suivant, qui est que ce que nous permettent les films et les séries, ce que nous permet pas complètement le stand-up quand on le voit dans la réalité, c'est l'accès aux coulisses. On parlait de la série Drôle tout à l'heure, qui évidemment raconte donc le destin de 4 jeunes stand-uppers et stand-uppeuses et ça nous permet d'accéder aux coulisses, à l'arrière du rideau, ce qu'on n'a pas dans quand on va dans un spectacle de stand-up. Il y a de ça en effet, et ça se divise un peu je trouve en 2 catégories, et là-dessus les Américains, encore une fois, ont vraiment il y a vraiment toute une tradition de la mise en scène de soi, de faire de sa personne de scène une personne de fiction, notamment toutes les séries dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui sont Larry et son nombril, Louis quand Louis C.K. faisait de la télévision, Seinfeld qui était une des plus grosses séries les plus suivies aux États-Unis des années 90. Je crois que l'épisode final de Seinfeld a eu le plus gros score d'audience de la télévision américaine de tous les temps. Donc c'est-à-dire que il y a une espèce d'identification à ces personnages-là, et donc la manière dont eux-mêmes fictionnalisent leur vie, les coulisses de leur industrie, parce que c'est une industrie aux États-Unis. Et c'est intéressant de voir que ça devient, en quelque sorte, une forme de narration et de fiction à part entière. C'est-à-dire que le personnage du stand-upper, les gens qui l'entourent, son entourage, ses amours, ses emmerdes globalement, deviennent matière à faire, mais il y a 12 saisons de ces séries-là. C'est assez incroyable. Tout en jouant avec l'image publique que renvoient certains comédiens qui vont croiser dans les séries en question. Et du coup, en effet, ça raconte ça. Et de l'autre côté, il y a un peu les coulisses du stand-up comme étant une forme de reflet du show business en général, et là-dessus il y a un peu plus des films comme La Valse des Pantins, et j'irais même jusqu'à Joker, qui est une espèce de remake déguisé il est humoriste au départ. Oui, voilà, de La Valse des Pantins.
Où en C'est fait, vrai, ouais. Ça, c'est un remake existant. l'industrie, on va dire, du rire, de la notoriété immédiate, du rôle de la télévision là-dedans, avec dans La Valse des Pantins, il veut absolument apparaître sur le Late Show de Jerry Lewis. Et en fait, cette notion-là des coulisses qui rendent fou est également, on va dire, de la cruauté aussi de ce milieu. Voilà, de la cruauté de ce milieu-là, où en fait, comme on est seul face aux gens, en fait, s'il rit pas. Voilà, s'il rit pas, ça rend très vite fou et ça fait très vite perdre les pédales. Je trouve que c'est un peu les deux axes sur lesquels on voit les récits, en tout cas autour des humoristes, en tout cas dans le cinéma américain. Et du coup, l'accès à l'échec aussi, parce que dans Joker, effectivement, c'est un échec, mais même dans Drôle, en fait, on voit les vannes qui prennent pas, les bides, ce qu'on voit rarement sur scène, ou alors c'est terrible. Moi, j'allais dire justement, j'ai l'impression que les séries se sont beaucoup saisies des pures coulisses de stand-up, où vraiment, on décortique les coulisses. Hack, c'est une Là série où qui a été le lancée. cinéma, c'est plus, j'ai l'impression que le stand-up est plus prétexte pour raconter d'autres histoires personnelles, quoi. Et le stand-up est vraiment un sujet de série, en vérité. Et oui, en tout cas, les coulisses, on va dire réalistes, entre guillemets, fictionnalisées, mais on va dire quand on dévie plus côté Valse des Pantins ou voilà, bref. Mais ça pose quand même une question que je trouve intéressante, parce que typiquement la série Drôle, je sais que beaucoup de gens l'avaient critiquée en disant c'est pas une série qui est drôle. Et effectivement, c'est des personnages qui sont drôles, mais en fait la série elle-même n'est pas comique ou n'a pas vocation. C'est une dramédie, on pourrait dire, mais c'est vraiment pas de la comédie. Joker, c'est carrément quand même assez vénère, et donc il y a aussi cette espèce de décalage là entre le fait qu'ils sont censés faire rire et la violence. Oui, mais parce que je pense que Drôle, elle s'est employée à écrire, justement tout ce travail des vannes et tout, et là où je pense le stand-up des fois c'est un peu une travail derrière, entre guillemets, le génie ou la fulgurance, en tout cas. Là où le cinéma, je pense que des fois il se permet des petites facilités sur le stand-up, c'est que ça sert un peu cette espèce d'image de l'artiste génie, qui écrit une chanson en une nuit, quoi. Voilà, exactement, parce que l'humour normalement c'est t'es drôle ou t'es pas drôle. En vérité, on sait que c'est énormément de travail de faire du stand-up, mais je pense que le cinéma peut se passer de filmer tout ce travail, de ce travail-là, et c'est juste une épiphanie, quoi. Moi, c'était plus une remarque parce que j'y connais pas grand-chose, mais il me semble et qui est devenu même plus culte que le show en lui-même, c'était Inside Jamel Comedy Club, qui avait fait une sorte de série fictionnalisée de coulisses où moi je connais beaucoup plus de... c'est ça, c'est un faux documentaire. Une sorte de faux docu, je connais beaucoup plus de moments cultes, même si j'ai pas vu la série documentaire en entier. Est-ce que ça pourrait s'apparenter à une sorte d'ersatz, ou en tout cas d'essai de copier ce qui se fait aux États-Unis en termes de série sur les coulisses du stand-up? Il y a eu ça, il y a eu la série de Blanche Gardin que toi, il me semble, tu as vu. Non, tu n'as pas vu. Mais qui est beaucoup plus tardive. Oui, bien sûr. Qui est très récente même. Puis là, c'était vraiment c'était sur YouTube. Oui, c'était vraiment. En vrai, c'était une folie comme idée, et enfin même le Jamel Comedy Club en lui-même, c'est un faux vivier de talent. Où aujourd'hui le Ines Reg, on y revient. Mais en vérité, oui, tu vois, et plein d'autres gens. Non, mais je dis ça parce qu'elle a percé soi-disant avec les paillettes, alors que ça faisait 10 ans qu'elle faisait du stand-up. Mais ce que j'avais 2 points sur. Je vais revenir d'abord sur ce que tu viens de dire, Alban, parce qu'il y a un truc avec le Jamel Comedy Club et cette génération-là, et de manière générale, le stand-up, c'est par là où peuvent rentrer. Et Laurent, tu parlais de Nepo Baby, je vais aller plus loin que ça, mais c'est par là que peuvent la fenêtre par laquelle peuvent rentrer les personnes racisées en France quand la grande porte leur est fermée. Et on parlait de Ahmed Silla la semaine dernière. Waouh! Bon, parce que l'humour, c'est quand même les gens sont d'autant plus drôles qu'ils ont vécu des merdes, malheureusement, et en tout cas c'est ce que veut la légende. Et en fait, quand tu regardes les humoristes américains, c'était souvent des personnes juives ou noires qui ont percé entre les années 60 et les années 90. Plus tard, c'était les Eddie Murphy de ce monde, etc. C'est des gens à qui on n'a pas forcément laissé la chance au casting quand ils voulaient jouer dans des séries humoristiques ou des films humoristiques, qui sont rentrés par la petite porte ou par la fenêtre, qui ont réussi à prouver leur nom par le stand-up, et qui ensuite ont été boostés et ont créé leur carrière du cinéma comme ça. En France, c'est un peu la même chose. La transition se fait moins bien vers le cinéma, si on est honnête, parce que ces dernières années, quand on regarde les carrières de Hakim Jemili, par exemple, de Roman Fressinet, enfin je pense à toutes ces personnes-là qui ont des carrières florissantes dans le stand-up, mais qui au cinéma ont plus de mal à ramener des gens. Mais ils sont jeunes encore. Quand même un peu. Mais pas pour Roman Fressinet, Hakim Jemili, ils sont quand même relativement jeunes, ils ont encore le... Ouais, mais ça fait bien 5-10 ans qu'ils essaient de... Hakim Jemili, il tourne beaucoup quand même. Oui, mais ce que dit Richard, c'est qu'il change pas de rôle. Et il ne change pas de rôle. Au cinéma ? Si, bien sûr. Bon, on en reparlera après. Le dernier avec le Raphaël Pin, ça peut c'est ça. Moi, je pensais à ça, qui a quand même plutôt, il me semble, l'amour c'est sur le côté. Plutôt marché. Ouais, l'amour c'est. En tout cas, ça c'était sur ce point-là, sur les personnes. En fait, comment est-ce que c'est un vivier de talent assez intéressant à cet égard. Autre chose, un point qui est beaucoup ressorti à mes yeux quand je regardais le film de Bradley Cooper, c'est à quel point est-ce que le stand-up et le film sur le stand-up plus spécifiquement ont en commun avec la comédie musicale, parce que déjà il y a un facteur cringe qui peut être
dément et qu'il faut dépasser si on veut apprécier ces films-là, si tant est qu'ils soient bien faits. Et il y a une idée de ce qui peut se passer sur scène de manière diégétique ou extra-diégétique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait partie du film ou qu'est-ce qui est en bande-son par-dessus, parce que ça m'a fait penser à la comédie musicale Cabaret de Bob Fosse, qui est mon point Godwin à moi. C'est le cas de le dire. Non, mais c'est-à-dire c'est le truc que j'invoque toujours. Et en plus, Bob Fosse qui a réalisé Lenny sur Lenny Bruce, c'est en fait dans Cabaret, ce qui se passe sur les moments de comédie musicale, de chansons, se passe quand les personnages sont eux-mêmes en train de performer dans un cabaret sur scène. Ouais. Et en fait, dans un film sur le stand-up, les gens ne performent pas leur stand-up à moins d'être sur scène. Et de la même manière qu'on ne veut pas, en fait, en vérité, voir les coulisses de quelqu'un qui écrit une grande chanson, voir quelqu'un qui écrit du stand-up, c'est anti-drôle. À voir quelqu'un, et d'ailleurs dans la série Drôle, il y avait un personnage, celui qui est joué par Elsa Gage, que j'adore, qui écrit tout dans son petit carnet et qui relit et qui essaie de voir comment est-ce que les blagues peuvent être façonnées de manière à être les plus drôles et à être les plus percutantes possibles. Ça peut être intéressant quand tu es dans la pièce avec la personne, mais le voir au cinéma, c'est anti-cinématographique la plupart du temps. Et voir... Et en même temps, ça a fait des géniaux documentaires. Genre, du documentaire, Burnham, complètement. Mais en narration... à Bob Burnham. Ouais. On voit quand même son travail derrière, ou même Nanette. Et effectivement, sur le côté, après je vais partir sur le dernier point du focus, mais sur cette question effectivement de l'accès, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que par exemple sur la série culte, ils ont appelé Marina Rollman pour revenir sur les dialogues. On parle de Bo Burnham, qui est une idole absolue de beaucoup de gens autour de la table. Il a joué dans Promising Young Woman en tant qu'acteur, mais surtout il a réalisé un film que moi j'aime beaucoup qui s'appelle 8th Grade, dans lequel d'ailleurs le personnage principal, qui est une ado de 14 ans, se met en scène sur les réseaux. Donc il y a un truc assez intéressant aussi de ce point de vue-là. Film d'ailleurs que je vous recommande pour les gens qui... Teen movie excellent. Ouais, vraiment teen movie, très cringe, mais comme on aime. Le dernier point, et Rita en parlait un peu en intro, c'est la question du politique, parce qu'en réalité, le stand-up, souvent, c'est quand même une arme politique, et ça, c'est quelque chose dont, effectivement, les films et les séries se sont pas mal employés, parce que c'est une manière de faire exister un personnage et son point de vue sur le monde. Oui, et notamment les biopics d'humoristes, et en l'occurrence, Lenny, dont tu parlais, Rita, c'est un peu le modèle du genre, parce que c'est vraiment un biopic sur un humoriste qui a fait péter toutes les conventions et qui a été à un moment dont l'art a complètement dépassé sa fonction initiale, qui était de faire rire les gens, et d'un coup il est devenu une sorte de chantre de la liberté d'expression, de martyr de la liberté d'expression, et d'une manière dont en tout cas la manière dont le film le montre, c'est qu'il était devenu, même il y avait une sorte de course en avant vers une espèce de toujours plus de vulgarité, de machin. À la fin d'ailleurs, dans le film, il y a des moments où juste il va sur scène et je crois qu'il enchaîne il juste dit fuck pour voir à quel moment on va l'arrêter. Et je pense que il est joué par Luke Kirby dans Mrs. Maisel aussi. Oui, mais du coup Lenny Bruce, c'est vraiment un individu qui est très intéressant. Et Lenny, ce film qui est un film en noir et blanc, vraiment, enfin très 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 bon film avec Dustin Hoffman. Voilà. Bref, Lenny, c'est un super film, voyez-le. Bah écoute, très bien. Je pensais même dans des parties très courtes, mais par exemple dans First Man, le film de Damien Chazelle, il y a un moment assez... Alors, pas complètement du stand-up parce que c'est à moitié chanté, mais il y a par exemple un passage où d'un coup il y a un personnage qu'on voit qui est un African-American et qui répète un Afro-américain en français, un noir américain qui fait tout un espèce de slam presque en disant oui, mais en gros il y a tous les problèmes de la société, mais White Man on the Moon, donc l'homme blanc est sur la lune, et typiquement là c'est juste un tout petit passage, mais souvent effectivement c'est un espèce de vecteur pour ramener une espèce de réalité. C'est un slam assez connu. Ouais, exactement. Dont le nom de l'auteur m'échappe, mais je vais chercher. Et il y a un autre biopic qui est Man on the Moon avec Jim Carrey qui joue Andy Kaufman, qui est un autre grand exemple du genre, où lui au contraire, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que lui c'est le contrepoint presque de Lenny, puisque c'est le poétique qui devient politique presque, parce qu'en fait ce personnage qui ne ressemble à personne et en fait c'est son voilà, tu voulais peut-être dire un mot là-dessus? Non, vas-y, défends le film, parce qu'en fait je voulais juste mentionner le fait qu'il y ait on en parlait avec Manon en fait, c'est pour ça qu'on regardait son téléphone. En gros il y a un documentaire qui a été fait sur le tournage du film Man on the Moon. Et là c'est le summum du cringe, qui est effectivement complètement vrillé, extrêmement cringe, et en fait met en perspective des questions vertigineuses qu'on a abordées dans ce focus, puisque le film parle notamment des crises existentielles multiples traversées par Andy Kaufman, le manque de confiance de l'industrie vis-à-vis de lui, et en même temps le fait que parfois il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas. Parce qu'il était littéralement lunaire, quoi. Il est fou. Il est fou, fou, il arrive, il parle hyper bizarrement, il a pas de message presque, c'est un peu une espèce de il y a une espèce d'apparition fantomatique de le mec n'arrive pas à parler, les gens croient qu'il est en fait complètement qu'il est terrorisé, puis d'un coup il sort une veste à strass et il se met à danser et en fait les gens
gens sont pris par ça, quoi. Et le documentaire est presque encore plus vertigineux parce qu'en fait, ça renvoie à l'époque, au Jim Carrey de l'époque, qui est lui aussi en pleine dépression, et en fait tu te rends compte qu'il n'arrive pas à sortir de ce personnage-là, et donc du coup ça pousse vraiment la question même formellement de Carrey sort jamais du personnage, même quand il est dans sa vie privée, il va avoir On doit l'appeler Andy et tout. Voilà, il va avoir des gros soucis privés avec les autres, notamment des actrices du film, et dans sa vie privée par rapport à des conséquences que ça va avoir parce qu'il va jamais être capable de sortir du rôle, et donc ça pose vraiment la question de en fait le stand-up ne s'arrête jamais en fait dans ce documentaire, et tu te rends compte à quel point justement on parlait du fait de pas voir le faire en fait derrière le processus artistique. Là dans ce documentaire je trouve ça vraiment génial, bon pour des raisons qui sont pas forcément très drôles, mais la création du film et du stand-up, la représentation du stand-up est vraiment incroyable. J'allais juste préciser que Whitey on the Moon, c'est Gil Scott-Heron, j'ai revérifié. C'est sur Small Talk at the 125th and Lennox, qui est le même album sur lequel il y a The Revolution Will Not Be Televised, un artiste poète de slam assez exceptionnel. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup. Peut-être le dernier point, parce que ça va être de dire qu'il y a assez peu de femmes, parce qu'on disait voilà ça peut être un tremplin, etc. C'est quand même il y a assez peu de femmes, mais il y a Mrs. Maisel. Et Mrs. Maisel, déjà j'envoie beaucoup d'amour à Romane, qui est une ancienne chroniqueuse, qui elle et moi on a passé 6 ans à regarder cette série avec dévotion. C'est vraiment le mot que j'utiliserais. C'est The Marvelous Mrs. Maisel. Vous aviez même prédit la fin. Ah, moi c'était à ce stade on écrivait des fanfictions, hein, franchement. C'est une série de Amy Sherman-Palladino et Dan Palladino qui ont fait Gilmore Girls avant ça, entre autres choses. Et c'est une série où Rachel Brosnahan joue Mrs. Maisel, une femme divorcée des années 50 dans l'Upper West Side de New York, dont la vie explose suite à ce divorce et qui va se mettre à faire du stand-up. C'est moins commun qu'aujourd'hui, effectivement. Ah, mais ça la met complètement au rien banc, n'est commun dans cette série. En 5 saisons sur Amazon Prime. Loin de moi l'idée de faire la pub pour Jeff Bezos, mais vraiment vous pouvez vous abonner juste pour regarder cette série à ce stade, ou vous pouvez l'acheter en Blu-ray, c'est encore mieux. On peut la télécharger illégalement. N'oubliez jamais le piratage. Pas moi qui l'ai dit. Et c'est une série où en fait qui pour moi est disons à la croisée de tout ce qu'on s'est dit. Et c'est vraiment une très bonne manière de résumer tout ce qu'on s'est dit, puisque c'est une série qui parle du stand-up mais sincèrement, avec un amour pour l'art et pour la difficulté de cette forme d'expression artistique, qui parle aussi de qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qui est quand même une question ma foi millénaire, de 2 millénaires même plus, qui parle de ce que c'est que d'évoluer dans une société plus archaïque que là où on en est dans sa tête, qui est aussi une question universelle et politique, et très politique. C'est une série éminemment politique, qui une fois qu'elle vous a bien expliqué les désavantages d'être une femme juive new-yorkaise divorcée, va vous expliquer quels en sont les privilèges après 2-3 saisons, ce qui est aussi une force folle de la série. Tout ceci je suis assez agéographique, mais franchement c'est vraiment exceptionnel, et surtout ça revient sur tout ce qu'on s'est dit, à savoir quelles sont les limites entre partager sa vie et rentrer dans un truc un peu plus intrusif et intime quand tu parles sur scène. Mais après, c'est ça qui est identifiant. Enfin, tu vois, on parlait effectivement de beaucoup de types de minorités différentes, etc. Et il y a quelque chose de politique là-dedans. C'est aussi que d'un coup, c'est des personnes qui te ressemblent. Alors, parfois parce que tu as des points de vie communs avec eux, parfois juste parce qu'en fait, ils parlent des pires névroses de l'humanité, et qu'au fond, c'est quand même un exutoire absolu d'entendre les gens verbaliser tes pensées les plus sombres, quoi. Ouais, mais je pense que c'est un vrai truc de fond par rapport au stand-up en l'occurrence, et ça, je pense que ça éclabousse la manière dont le cinéma s'en empare, mais c'est une vraie question de fond chez les humoristes de à quel point en fait tu peux partager des névroses ou des expériences négatives, ou en fait insister sur, être en permanence dans un mouvement d'humiliation de toi-même. Ouais, bien sûr. Ça c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que notamment, moi je me souviens que j'ai vu un spectacle de l'humoriste australienne, je crois, qui s'appelle Anna Gadsby, qui est lesbienne, qui a été victime de violences sexuelles importantes. Elle en parle en fait, et à un moment elle dit je vais arrêter de faire de l'humour là-dessus, parce qu'en fait concrètement, même en tant que minorité, ça dessert ma cause. C'est-à-dire que on ne me voit que sous un prisme victimaire, et moi j'ai construit mon business là-dessus. Et il y a un truc qui c'est hyper intéressant. C'est une tension hyper intéressante, ouais. Et donc je renvoie les gens vers ces spectacles parce que c'est une meuf super et une artiste exceptionnelle, mais je trouve que cette tension-là elle est très forte en fait, que créer du récit par rapport à ça, c'est toujours un peu politiquement bizarre. John Mulaney est un autre cas où en fait il a totalement voilà. Rita? Non, mais je voulais pas. Non, mais juste, c'est quelqu'un qui. Je reviens dans le prisme de quelqu'un qui a fait globalement tout un spectacle sur son addiction à la drogue, où est la limite entre le. Voilà. Oui, et presque un peu obscène par moment. Et moi, je pense à un humoriste français que je ne nommerai pas parce que c'est pour dire un truc négatif, qui a fait un sketch sur le fait d'avoir trompé sa femme et qu'elle lui ait pardonné sans l'avoir prévenu qu'il allait faire ce sketch, qui ensuite est allé à la télévision pour dire c'est vrai que je l'avais pas prévenu, elle l'a pas super bien pris, on a failli se séparer, mais elle m'a pardonné parce qu'elle est super. Et moi, quand j'ai regardé ça, ça me l'a rendu
détestable en Va tout te point, faire foutre. parce qu'il y a un truc exploitatif justement quand c'est sur sa propre personne, ça peut être dans l'autodestruction et ça rend triste, mais quand c'est sur d'autres. Ouais. On doit conclure, mais Manon et Alban, vous avez quelque chose à rajouter? Ah non, moi pas du tout, je me demandais de qui c'était, mais on va pas le dire au micro. Donc. Non, t'inquiète. vous ferez vos recherches. Et Manon, tu veux dire Non, moi, quelque chose? juste pour remettre une petite pièce dans la machine, I Used to Be Funny, c'est aussi là-dessus sur. En fait, quand est-ce que tu arrêtes de faire du beurre sur tes traumas et voilà, quand tu choisis d'arrêter d'en parler ou pas. Bah, il y en a qui vont pas arrêter, ils remplissent l'Opéra Garnier dans pas longtemps. Donc. Bon, on conclut comme d'habitude en citant peut-être ce qu'on va recommander. Rita, Mrs. Maisel? Forcément. Mais en vrai, l'aîné de Bob Fosse. Ouais, Manon? Moi, Obvious Child, j'ai plus la réalisatrice. Disons avec Jenny Slate. Avec Jenny Slate. Et le documentaire sur Man on the Moon qui est... Je fais ma petite autopromo, mais moi je l'ai regardé juste avant d'aller interviewer Jim Carrey et autant vous dire que je me suis fait vraiment caca dessus parce qu'il a l'air vraiment authentiquement fou. Enfin, on sait qu'il est fou, mais alors quand t'as vu ce docu, vraiment c'est terrible. Et Obvious Child, c'est Gillian Robespierre. C'est ça. Valentin? Non, je vais mettre une pièce supplémentaire sur le documentaire qui, vu après Man on the Moon, est vachement éclairant et hyper intéressant. Yuri? Donc Man on the Moon, un film qui s'appelle Saturday Night, qui est sur, on va dire, la création du Saturday Night Live, qui est une sorte de mélange entre très récent, l'année dernière, entre le stand-up et le cinéma et la télévision, et qui est une sorte de plongée un peu en temps réel sur ce qu'est en fait la création de cette émission, et qui, je trouve, couvre beaucoup des points qu'on a couverts, et qui notamment met en scène beaucoup des protagonistes de cette scène-là à cette époque-là, et pour ma part, La Valse des Pantins de Scorsese, qui est un film exceptionnel. Alban? Moi, j'ai absolument rien qui me vient, donc je vais rien dire, si ce n'est que j'ai très envie de voir Mrs. Maisel à force d'entendre Rita en parler. Après 6 ans, t'as pas vu, Manon? Non, moi c'est pareil, je vais botter un peu en touche parce que j'ai pas beaucoup de trucs à raconter, mais j'ai envie de... Mais c'est gratuit, avec des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. Qui te dit que j'ai des ennemis, hein, mais... Qui dit que t'as des... Quoi? Qui dit que Yuri est ton ami? On sait jamais. Mais non, là où je voulais en venir, oui, si vous voulez voir ce que fait un mec qui va plutôt au contraire un peu exploser toutes les limites du stand-up et ce qu'on imagine comme du stand-up et de l'humour, et en particulier Bob Burnham, en particulier son dernier truc qu'il a fait sur Netflix qui est Inside, qui est vraiment... Et ça s'appelle Inside, qu'il a fait pendant le Covid. Qu'il a fait pendant le Covid, qui s'appelle Inside, ce que j'ai dit, et qui du coup est... On est dans l'amour ce soir. Et vraiment dans un truc où qui montre en fait vraiment va chercher plus loin dans les limites de ce qu'on peut faire comme humour, et même ses spectacles avant le faisaient déjà, et Inside je trouve est presque le truc le plus éclaté et bizarre et incroyable, même si son spectacle d'avant est peut-être moi je préfère Make Happy qui est son spectacle d'avant, mais ça reste un spectacle de stand-up, même si la fin qui est un peu plus classique que Inside. Et j'attends son spectacle post-divorce. Bien Alors sûr, vraiment ça va être bien sûr. Moi j'attends ses prochains films. Mais moi aussi, ce que j'ai adoré 8th Grade, j'allais dire Inside, mais du coup ça me permet, je sais pas si c'est complètement dans le thème, mais j'aurais dit Kidding, la série de Michel Gondry, dans laquelle c'est un conteur / humoriste pour enfants qui perd son enfant et qui doit rester fun. Et moi j'ai trouvé la première saison vraiment super, la deuxième est pas du tout à la hauteur, mais vraiment la première je la recommande plutôt. Donc ce sera ça, Marocco. Et on n'a pas parlé de Funny People de Judd Apatow quand même, qui était le premier. C'est quand même la pierre angulaire du stand-up au cinéma, je pense. Et tu veux en dire un mot? Non, c'est juste un super film sur comment tu continues à être marrant quand alors que t'es dépressif. T'es frappé d'une tragédie, dépressif et malade aussi. Et malade, parce que c'est surtout ça, il a un cancer. Ouais. Donc voilà, on termine sur un point cancer notre focus sur le stand-up, et on enchaîne avec Rue Malaga de Mariam Touzani. Buenos días, Mohamed. Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho. Donc, Rue Malaga nous raconte l'histoire de Maria Andreles, une Espagnole de 79 ans qui vit seule à Tanger dans le nord du Maroc, où elle profite de sa ville et de son quotidien. Sa vie bascule lorsque sa fille Clara arrive de Madrid pour vendre l'appartement dans lequel elle a toujours vécu. Déterminée à rester dans cette ville qu'il a vu grandir, elle met tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d'une vie contre toute attente. Elle redécouvre en chemin l'amour et le désir. Alban. Oui. C'est tout à fait, oui. Oui. Non, alors moi, c'est un film. Enfin,
Je suis vraiment très déçu en fait de ce film-là pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que un peu comme le son des souvenirs, ça pose un décor qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a Peut-être juste replaçons qui est Mariam Touzani. Oui, Mariam Touzani, c'est une réalisatrice qui a notamment réalisé Le Bleu du Caftan dernièrement, qui est un film assez beau, en tout cas qui a fait beaucoup parler de lui en bien. Elle a aussi réalisé un autre long métrage avant dont j'ai oublié le nom. Enfin, en fait, c'est une réalisatrice qui tisse quand même une œuvre cinématographique assez délicate, assez brillante même par moments pour certains de ses films. Et j'avais quand même beaucoup d'attentes sur celui-là, sur Humalaga, parce que Carmen Maura, donc actrice espagnole qu'on adore, que vous avez pu voir chez Almodovar, voilà exactement. Avec un sujet plutôt intéressant parce que c'est l'émigration espagnole à Tanger dans les années 30 pour certains qui ont fui Franco et qui sont restés habités là, et donc du coup on s'attend à voir une sorte de mélange culturel à la fois dans la langue, dans la nourriture, dans plein de choses, voir comment ces deux cultures en fait se sont rencontrées. Or ce n'est quasiment jamais le cas, c'est soit on mange espagnol, soit on boit du thé à la menthe, et vraiment c'est genre ça peut pas être plus cliché que ça en fait dans le film. On parle 100% espagnol. Ça parle 100% espagnol. Il y a pas vraiment de... Même moi, j'aurais été vraiment intéressé de voir comment ça se matérialise à travers la langue. C'est vraiment une de mes attentes du film, c'était ça, et c'est jamais le cas. Mais est-ce que dans la vraie vie, ce mélange, il existe vraiment, ou au contraire, les communautés sont restées très séparées? On aura peut-être l'avis de Rita quand elle sera... Le mélange, je sais pas s'il existe, mais en tout cas, c'est un vrai truc qu'il y a une grosse communauté espagnole à Tanger. Ce qui me paraît très bizarre, c'est qu'en 100 ans, quand même, si on commence à partir des années 30, qu'il n'y ait pas plus que les cultures soient à ce point-là non poreuses, enfin, que ce soit pas poreux comme ça, je trouve que c'est quand même bizarre que ça soit vraiment mélangé. Bref, pas mélangé justement. Non mais au contraire, c'est hermétique l'une à l'autre, ouais. Ensuite, le scénario, c'est tout bonnement scandaleux. C'est-à-dire que effectivement, Carmen Maura est une petite vieille qui vit à Tanger, qui est née à Tanger, qui veut mourir à Tanger, et sa fille, effectivement, veut vendre son appartement pour faire des sous. À partir de là, rien ne se passe comme ça devrait se passer dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur c'est complètement délirant. C'est-à-dire que l'appartement il met en vente, elle décide qu'elle s'en fiche, qu'elle retourne habiter chez elle, qu'elle rachète tous les meubles, qu'elle tombe amoureuse du gars qui vend ses meubles de l'antiquaire, que finalement, en fait, pour gagner un peu d'argent, elle organise des projections de matchs de foot clandestins en faisant payer les gens, et alors que c'est interdit, et la police dit finalement quand même l'ambiance est sympa, donc je vais rester et j'ai pas de poursuivre. Manon, est-ce que Humalaga t'a déçu aussi comme Alban? Je serais peut-être un peu moins sévère quand même. Enfin, je trouve que le film est quand même assez ludique, mais je pense que j'aurais aimé peut-être plus voir justement cette vieille dame qui revient dans son appartement un peu de façon illégale et qui s'organise pour trouver de l'argent pour récupérer tous ces meubles. Moi, je trouve ça assez ludique et assez jouissif. Et je crois que j'aurais aimé voir un peu plus de ça. Après, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez, dans le film, une vision qui me paraît assez... un peu bébête, quoi, quand même. Enfin, il y a des trucs... je trouve la façon dont est décrit Tanger, justement... Alors, on comprend qu'elle veut bien nous faire comprendre qu'elle veut pas quitter son quartier, qu'elle aime et tout, mais il y a vraiment une description de ça où c'est que des gentils commerçants. C'est Jamel Debbouze dans Amélie Poulain. Ouais, c'est quand même vraiment que des gentils commerçants qui lui vendent des super bons produits, et elle va et elle connaît tout le monde, et tout le monde la connaît, tout le monde l'appelle par son prénom, tout le monde lui parle espagnol alors que c'est des Marocains. Enfin vraiment, il y a un truc, elle vit vraiment genre à Disneyland, quoi. Et il y a un truc un peu au bout d'un moment c'est pas très crédible, et je trouve qu'il y a quelque chose aussi d'assez binaire et d'un peu manichéen dans sa fille qui revient, qui lui dit qu'elle a pas de thune, et elle fout sa mère dehors et elle récupère l'appartement parce qu'elle veut le vendre pour se faire de l'argent. Affreuse, sa fille. Et elle est vraiment décrite comme quelqu'un d'aigri et de méchant, et versus tu vois sa maman qui est tellement belle, enfin c'est Carmen Maura, quoi, est tellement lumineuse, et je trouve que c'est quand même pas très fin. Après, ça a quand même le mérite de mettre en scène une histoire d'amour entre deux personnes. Enfin, ils ont 80 ans, quoi. Elle a 80 ans. Voilà, avec des vraies scènes. Alors lui, je crois qu'il est un peu plus jeune, mais avec des vraies scènes de sexe. Soit elles sont racontées de façon assez crue et assez marrante, soit elles sont véritablement filmées. Oui, on les voit nus, c'est une belle scène. Ça, franchement, je l'avais jamais vu au cinéma, et je trouve que c'est bien fait. C'est pas voyeuriste. Il y a quand même quelque chose qui est construit autour de ce couple-là que j'ai trouvé assez beau.
Oui, après, ce que je veux dire aussi, c'est que, effectivement, je reproche le film de ne pas montrer vraiment ce qu'il essaye de dire, en tout cas dans son synopsis et dans le titre de son film. Et dans le carton d'introduction. Parce qu'effectivement, ça commence sur l'histoire de l'immigration espagnole à Tanger. Ensuite, effectivement, sur le côté manichéen de l'histoire et sur le fait que Carmen Maura joue quelqu'un de luminaire, de lumineux, de solaire, pardon. À un moment, elle se met un abat-jour sur la tête. Elle est une source de lumière elle-même. Vraiment, Carmen Maura est un luminaire. et en fait, je trouve que pourquoi pas, si tu veux faire la fille complètement méchante et la mamie super gentille, fais-le, mais essaie pas de donner des justifications ou des excuses à la fille pour l'être et vice-versa pour Carmen Maura. Ce qui fait qu'en fait, moi, ça m'aurait pas dérangé qu'on fasse le personnage de la fille quelqu'un de complètement méchant qui pense qu'à elle-même et qui veuille juste virer sa mère de chez elle, mais il la fait pas pleurer à la fin du film en disant que c'est horrible ce qu'elle fait, ou n'essaye pas de lui trouver des excuses financières en disant je t'ai jamais demandé un centime pendant 17 ans, maintenant j'ai juste besoin de ça. Enfin voilà, je trouve que c'est... Et en fait, après toute la petite période où elle est à l'hospice, je trouve que vraiment ça se passerait même pas comme ça, avec la coiffeuse qui veut lui couper les cheveux et lui faire... Parce que déjà elle a un abat-jour sur la tête, donc c'est compliqué. Mais en fait, elle met un abat-jour pour faire la coupe. Moi, je trouve que l'expérience de comment ça se passerait dans un hospice est très, très sûr de toi, quoi. On est quand même un peu trop jeune pour ces conneries. J'ai quand même eu des grands-parents, donc effectivement, je vois à peu près à quoi ça ressemble, mais tu vois, genre au bout d'un moment, à la 6e fois, elle lui dit non, j'ai pas envie de me faire couper les cheveux, et qu'en fait, elle ignore la réponse, alors qu'on voit quand même très bien que Carmen Maura est quand même pleinement en forme. Je me dis, tu vois, c'est un peu... En fait, vraiment, les potards sont un peu poussés au max dans tous les aspects de l'histoire, et c'est vrai que ça manque un petit peu de finesse. Pour faire du mélo. Et ce manque de subtilité est surprenant. De la part de Marianne. Oui, qui vraiment, Le Bleu du Cafetan, c'est un super beau film, vraiment tout en évocation. Ça, j'ai pas vu pour le coup, mais en évocation, c'est hyper sensuel et tout. Là, c'est vrai qu'on retrouve quand même cette sensualité, mais... c'est un peu gros sabot. Donc, oui, Rita ? J'allais juste préciser que sur la question de la langue espagnole et du côté un peu Jamel Debbouze dans Amélie Poulain, c'est pas invraisemblable en vérité qu'une dame de 80 ans espagnole installée à Tanger soit comme ça, dans la mesure où à Tanger, de la même manière qu'à Casablanca, tout le monde parle français, à Tanger, tout le monde parle espagnol, du fait de la colonisation, tout ça. Et en vrai de vrai, si tu es une femme d'un certain âge, les gens vont te connaître ton prénom et être extrêmement sympas. Et oui, les commerçants vont un peu se comporter comme Jamel Debbouze dans... Oui. Je dis, mais c'est pas pour défendre le film, que je n'ai pas vu. Mais c'est pour dire que c'est pas si invraisemblable que ça, mais que si c'est traité exclusivement comme ça, ça n'a aucun sens. En fait, tout le monde est gentil. Enfin, vraiment, genre. Sauf la fille. Tout le monde est bienveillant. Si elle a un problème, tout le monde va lui donner un peu de sous, va l'aider à porter ses meubles. Enfin, à un moment donné, mais moi, au moins une personne méchante dans ta rue, tu vois. En vrai, ou malveillante. Et c'était la fille au coin de la rue. Donc on vous on vous recommande pas spécialement. On vous décommande les luminaires de ce film. On éteint toutes les lumières sur rue Malaga. En revanche, on vous encourage à découvrir l'œuvre de manière plus générale de Mariam Touzani. Le dernier débat aujourd'hui, c'est un documentaire de Raoul Peck. Ça s'appelle 2 + 2 = 5. When I sit down to write a book, I write it because there is some lie that I want to expose. Nous sommes en 1949 et George Orwell est en train de terminer ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984. Orwell 2 + 2 = 5 nous plonge dans les derniers mois de la vie d'Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu'il a révélés au monde dans son chef-d'œuvre dystopique, le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother, des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd'hui. Valentin ? Alors c'est un peu le parti pris du film qui est d'essayer de faire vivre la pensée d'Orwell à travers les mots d'Orwell, c'est-à-dire que on quittera jamais le journal d'Orwell qui écrit et qui raconte qu'il écrit, qui constate des choses, même si on suppute qu'il y a eu des réarrangements, qu'ils ont remis des bouts à des endroits et d'autres bouts à d'autres. Bon voilà, donc c'est pas 1984 qu'on entend, c'est vraiment le journal et l'expérience d'Orwell qui parle donc de sa vie. En voix off. En voix off, ouais, pardon. Qui, du coup, tout du long, va scander les thèmes abordés par le documentaire, qui, effectivement, ça c'est dit dans le pitch, vont se poser par contre sur les piliers, en revanche, de la novlangue et du système totalitaire qui est décrit dans 1984, c'est-à-dire les 3 principes de l'ignorance, c'est la connaissance, la guerre, c'est la paix, et la liberté, c'est l'esclavage. Voilà. Et donc, il va prendre ces 3 thèmes et développer une sorte de pensée, on va monter une sorte de pensée
par fragments d'Orwell sur ces thèmes-là. Ce qui est un peu casse-gueule comme démarche. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la puissance du style d'Orwell, son côté très simple, et puis le fait que c'était un homme d'action, c'est-à-dire que c'est pas un intellectuel de comptoir, c'est quelqu'un qui est parti voir les choses et qui de fait a aussi une démarche à la frontière avec le journalisme, avec qui s'est engagé dans la guerre d'Espagne. Ouais, engagé dans la guerre d'Espagne, exactement. Enfin, c'est quelqu'un qui allait voir les conflits de ses propres yeux, qui est engagé dans les milieux antifascistes. C'est d'époque, donc rappelons-le quand même. Donc voilà, c'est quelqu'un qui porte des messages en lui. Donc parfois il y a des espèces d'évocations qui sont très belles, il y a des séquences qui fonctionnent très bien parce que ils vont avoir choisi des bonnes images, le bon exemple actuel pour illustrer ce qu'Orwell dit, mais en même temps il y a aussi par revers des moments où en fait on comprend, enfin ce qui domine quand même globalement l'impression c'est que c'est gratos, c'est-à-dire que pourquoi rapprocher Trump de Poutine, pourquoi rapprocher Poutine des Khmers rouges, pourquoi rapprocher Trump ensuite et la manipulation des médias au Royaume-Uni du massacre, du massacre des Rohingyas en Birmanie. Je suis un peu en mode là c'est vrai qu'il y a des moments où on met un peu tout sur la même échelle, donc il y a un peu effectivement un côté salade de fruits qui est un peu étrange. C'est pas ça l'expression, mais je la retrouve pas, mais on se comprend, pot pourri. Ouais, pot pourri, ouais. Mais tout ce qui se mélange, quoi, tout ce qui se touille. Enfin voilà, ça a été un peu touillé. Lasagne. Stop. Ouais, lasagne post. Ouais. Mais bon, du coup, je suis un peu perturbé parce qu'encore une fois, il y a des moments qui fonctionnent très bien, puis il y a des moments qui, de fait, c'est un peu dans le principe, fonctionnent moins bien, quoi. Quand tu fonctionnes un peu par hasard, parce qu'à l'évidence, ça a été un peu monté au hasard, cette histoire. Il a pris, il a tout. Et si, aussi, il y a un truc un peu paradoxal qui, pour le coup, est très bien évoqué dans le papier des cahiers sur le sujet, qui est qu'en fait, si... Des cahiers du cinéma ? Des cahiers du cinéma, pardon. Oui, je suis un peu snob, pardon. Quels autres cahiers Je sais pas, mais comme on parle des cahiers d'Orwell... Des cahiers d'Orwell, effectivement, je suis d'accord. Dans le contexte, c'était pas très clair. En gros, c'est vraiment de dire, si on cherche un documentaire très formel, très vaporeux, c'est pas un documentaire qui tente beaucoup de choses, donc du coup c'est pas très satisfaisant. Et en même temps, si on cherche un documentaire pointu, factuel, avec une rigueur intellectuelle, une démarche soit journalistique, soit scientifique, soit artistique sur des sujets, c'est pas ça non plus, parce qu'en fait c'est un peu gloubi-boulguesque. Du coup, j'ai une question par rapport à ce que le film fait dire à Orwell et on va dire, parce que quand tu t'empares d'Orwell, de sa pensée, de son œuvre, tu dois forcément traiter à un moment son rapport aux politiques et globalement peut-être la récupération politique aussi de ce qu'il raconte et de ce que tu dis. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me marque aujourd'hui beaucoup, enfin, quand tu écoutes, c'est que Orwell est globalement repris à toutes les sauces. Ouais. Ça va de Michel Onfray à François Ruffin. Donc, ça n'est pas adressé en l'occurrence, mais c'est vrai que moi, ma take là-dessus, c'est que Orwell a toujours été, il y a un malentendu, c'est pas un grand penseur intellectuel des questions de fascisme, par exemple. C'est juste quelqu'un qui a écrit des textes assez forts sur le sujet et qui a eu une inventivité formelle, fictionnelle. Mais en fait, c'est une pensée qui est assez effectivement. En fait, c'est presque plus, je crois, un vulgarisateur. Oui, voilà, exactement. Je pense qu'il est très conscient, et dans ses carnets d'ailleurs, il le dit, qu'il a été très conscient parfois d'avoir été très bête dans sa manière d'aborder les sujets qu'il traite. Donc, je pense que je bête, mais je dirais frontal. C'est une pensée qui est pas toujours très subtile et qui du coup peut être très rapidement réutilisée dans le prêt-à-penser. On prend un truc, on le plaque sur autre chose. J'ai un peu l'impression que c'est le syndrome Matrix, quoi. C'est-à-dire qu'on a repris, le sens de Matrix pour le retourner complètement contre lui-même. T'en fais ce que t'en veux, puisque c'est pas très rigoureux intellectuellement. Mais ça, c'est pas traité par le doc. Okay. Rita. Par rigueur déontologique, déontologique, je dirais même, je dirais que j'ai vu, et c'est 30 minutes de ce film, puisque je me suis endormie. Ah ouais. Ce qui est un grand problème, j'en ai conscience. Et c'est pas parce que t'étais fatiguée. C'est vraiment pas parce que j'étais fatiguée, et ça m'arrive vraiment très rarement, et je veux juste dire que je soutiens, mais je corrobore et je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Valentin. Tu souscris, c'est ça que tu cherchais. Je souscris, exactement, je souscris à la thèse valentiniste. Ça fait un peu ça ressemble à Poutiniste. C'était totalement fait exprès, excusez-moi, vu le sujet du documentaire. Pour moi, et c'est malheureux parce que j'adore Raoul Peck et que ce qu'il a fait sur James Baldwin, c'est quelque chose que je trouve passionnant. Pour moi, c'est l'équivalent sur un plateau de chaîne de télévision quand quelqu'un dit c'est orwellien ce qui se passe, on ne peut plus rien dire, c'est la contre-pensée. Mais ça s'est apposé. Tellement bien, Pascal Pro. Non, mais c'est-à-dire que sur CNews, on dit que le monde est orwellien parce qu'ils n'ont pas le droit de dire des trucs de facho. En fait, il se soustrait à la politique dans ce film en mettant des images les unes avec les autres, et t'as pas vraiment parlé de l'aspect formel parce que je pense que c'est quand même confondant comme petit format de documentaire dans la mesure où c'est une voix off d'un acteur dont le nom m'échappe, un acteur anglais qui parle vraiment avec un accent comme ça, qui dit les choses de Orwell en anglais. Grave, So this is when I was a young child. C'est vraiment ce genre de conneries sur wow et sur des images d'actualité que je considérerais comme du AI slop, même si c'est pas de l'IA, c'est-à-dire que c'est vraiment il va avoir
avoir, et c'est voulu comme un argument d'autorité et d'intellectualisme. En fait, on va avoir donc un extrait d'Orwell qui parle des dommages collatéraux, puis ensuite tu vas avoir une image de Berlin en 46, cut to Mariupol en 2023, cut to Gaza en 2025. Mais ça a l'air horrible. C'est honnêtement, en fait, et j'ai écouté Lucille Como sur France Culture qui disait qu'en sortant du film, il ne reste que une sensation d'anxiété, et je suis très d'accord avec ça, c'est que le film ne m'a pas fait réfléchir du tout. Par ailleurs, quelqu'un qui justement s'épancherait sur un plateau de CNews n'irait pas voir ce film. Donc qui va voir ce film? Les gens qui écoutent France Culture parce qu'ils bassinent là-dessus cette semaine. Mais en fait, il dirait... Tout le monde est d'accord avec ce qu'il dit, à savoir c'est le fascisme, c'est mal. Non mais c'est ça qui fait Raoul Peck, c'est enfoncer des portes ouvertes. Ben là, alors, je trouve que dans I'm Not Your Negro, c'était vraiment plus fin que ça. Après, est-ce que c'est justement ma connaissance du sujet qui était tellement faible que du coup j'étais pris dans le truc et que je me suis dit que c'était forcément brillant. Je pense J'avais que... été touché moi à l'époque par ça. Déjà, on était touché. Là même, en fait, moi, je peux accepter dans un documentaire, je peux accepter qu'on enfonce des portes ouvertes s'il y a une forme de vulgarisation, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous venez de dire sur Orwell, et s'il y a une rigueur formelle ou quelque chose, en tout cas, qui fait que ça va appeler d'autres gens à découvrir des choses qu'ils connaissaient pas forcément, et que si tu connais même déjà le sujet, ce qui était mon cas en regardant son I'm Not Your N-Word, globalement, c'est quelque chose qu'en regardant, j'ai été effectivement touché comme toi, Valentin, où il y a une émotion qui est procure. Et il y avait pour parler en termes business, il y avait un call to action, c'est-à-dire que c'est un texte de Baldwin qui monte progressivement et qui t'appelle à l'action. Voilà, qui t'appelle à agir et qui du coup prend son parti politiquement. Alors c'est pas le cas de non, pas du tout. Non, alors que là, tu as mentionné François Ruffin dans l'extrême opposé de Michel Onfray, ce qui est assez étonnant et drôle. Ça veut dire que Michel Onfray a écrit un livre sur Orwell qui est épouvantable, quoi. Non, mais j'ai très bien. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'à la fin de ce documentaire, même si je n'y suis pas arrivée, je ne pense pas qu'il y ait un appel à voter au municipal, j'en sais rien, ou à... Non, mais... je rigole à moitié. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Réfléchis à Orwell pour savoir si tu dois voter Dati ou non. Enfin, tu vas Dati vient d'annoncer sa démission. Ah oui, du coup, officiellement, bref. Voilà. On est sur les breaking news. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est extrêmement dommage parce que j'admire vraiment Raoul Peck et ses interventions publiques ces derniers jours sont assez intéressantes. En vérité, son intervention médiatique dans la promo de ce film est plus intéressante que ce qu'il fait dans ce film, qui est un film de cinéma de papa, en fait, presque. Et c'est très dommage parce que on sent que lui a des choses intéressantes à dire sur ces sujets et sur les totalitarismes, les formes de dictature des années 2020 et qu'est-ce qu'elles apportent de neuf et qu'est-ce que l'IA a à faire là-dedans. Mais in fine, il dit pas grand-chose dans ce film et ça me rend vraiment triste parce que et j'ai même essayé, pour tout vous dire, vu que j'ai pas fini le film et que en plus vu ce que j'en ai pensé, de déprogrammer le film du programme de ce soir parce que je voulais pas cracher proposé dessus. après avoir vu 30 minutes. En fait, je trouve que c'est intéressant, notamment du renversement rhétorique qui a eu lieu en ce moment même sur tout un tas de termes, de parler d'Orwell. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de voir comment des gens qui disent que le pose un prisme. wokisme, c'est ce dont Orwell parlait en 1980. Le wokisme, n'en parlons même pas en termes de rigueur intellectuelle que ce mot n'existe, mais que c'est ce qu'il essaye de dire en 1984, qu'on va inventer une nouvelle langue pour censurer les gens et que maintenant on peut plus dire pédale et on peut plus dire bico. Bon, d'accord, mais par ailleurs, il faut juste préciser que on va couper tout ça. Le film dit pas ça. Non, bien sûr que non. Il faut préciser quand même que le film, autant il est pas... il fait pas de la politique dans le sens où en fait je pense qu'il est un peu perdu dans à la fois la pensée d'Orwell qui est pas assez tranchante et pas assez précise pour faire un truc qui puisse être vraiment rigoureux, là où je pense que Baldwin est un théoricien beaucoup plus précis dans ce qu'il défend. Il y a le problème effectivement, la dynamique qui pour moi est une dynamique vraiment d'auteur, de vouloir faire du collage, c'est-à-dire de vraiment prendre des séquences et de voir ce qui peut se passer en juxtaposant des éléments entre eux. C'est du collage. C'est une vraie démarche artistique. Je pense qu'il y a un vrai documentaire, il y a un vrai travail d'auteur derrière, et donc il est piégé par cette démarche là et par le fait qu'à la fin il se retrouve à devoir un peu quand même devoir quand même évoquer un message là où il a du mal. Après, je veux pas qu'on laisse à penser non plus que le film peut vouloir dire tout et son contraire, c'est pas vrai. C'est-à-dire que non mais je sais que c'est pas ça que t'as dit, Rita, mais je pense qu'il faut pas qu'on l'interprète comme ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont visés clairement, même si en fait c'est une question de degré, c'est pas une question de nature. C'est-à-dire quand je dis il met côte à côte Trump et Poutine, c'est problématique. Oui, mais il met quand même d'un côté Trump et Poutine et du reste du monde les médias, les gens qui font démocratie, qui essaient de faire groupe entre eux. Et c'est un des messages de fin du film, c'est dire en fait il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on discute, et il faut qu'on réussisse à s'entendre et à constituer, faire société, faire démocratie. Bon, c'est tout pour ce que ça peut vouloir dire, mais enfin voilà, il appelle à ça quand même. Donc c'est un documentaire qui est quand même politisé. Et encore une fois, moi je pense que c'est intéressant qu'on en ait parlé. C'est intéressant aussi de le voir, même si c'est pas une démarche extrêmement aboutie. Il y a quand même un geste intéressant derrière. Et à nouveau, peut-être que le débat est plus intéressant que le film. Cœur Raoul Peck. Mais cœur. Oui, Raoul vous Peck. voyez, I'm Not Your Negro, voilà, et pour dire les choses, voilà, parce que ça c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Et on va enchaîner avec les recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Laurent, tu es allé voir Woman and Child? Oui.
Reco ou contre Reco? Contre Reco, hein. Ah. non. Moi, j'ai une petite Reco après. Et je suis un peu emmerdé parce que j'avoue, Saïd Roustahi, j'avais plutôt bien aimé La Loi de Téhéran. J'avais trouvé que c'était un film assez énervé et assez cool. Et Alban avait beaucoup aimé Leila et ses frères. Que j'avais pas vu. Mais, il acquiesce en silence. Mais que vraiment. Donc moi, je suis allé voir ce film en me disant tiens, je vais voir un truc sur. Enfin, tu vois, un film iranien un peu énervé et un peu machin. Et en fait, j'ai eu une espèce de mélange de chronique familiale sur la première partie qui ensuite va se muer en une espèce de pseudo revenge movie avec un côté social derrière, et globalement tu sens moi j'ai vraiment l'impression qu'il maîtrise pas trop ce qu'il a envie de faire dans ce film, et que lui-même en fait il est un peu pas très au taquet sur ce qu'il a envie de raconter, que il veut mettre en avant ce personnage de mère à qui il arrive un drame que je vais pas spoiler parce que vraiment le film n'aurait plus aucun intérêt, mais et qui va essayer de naviguer dans cette société qui est extrêmement patriarcale et très compliquée, mais en fait il ne fait que mal mettre en scène des choses qui nous paraissent souvent un peu évidentes, et donc voilà, je trouve que le film est vraiment raté. C'est dommage parce que je m'attendais pas à ça du tout. Je partais pas forcément avec des a priori, je savais même pas de quoi ça parlait, hein, mais globalement il y a un échec à parler du comment dire, des mécanismes, j'ai envie de dire sociaux et judiciaires de ce qui se passe dans ce film, et en dehors de l'évocation de ce personnage féminin qui est assez tragique, il se passe pas grand chose, donc non, vraiment, pour moi, faut pas y aller, hein. Ouais. Dommage. Pour tempérer, moi je vais faire une reco mais détournée. En fait, il y a le film 5 cm par seconde qui est sorti au cinéma cette semaine, qui en fait est un remake live action, donc avec des acteurs réels, d'un film d'animation de Makoto Shinkai. C'était son deuxième film, 5 cm par seconde, et après il a son premier grand film, et après ça, il a surtout explosé avec Your Name, Les Enfants du Temps, plus récemment Suzume. Moi 5 cm par seconde, le film d'animation que je parle, c'est vraiment un film mais que j'aime plus que tout. C'est un peu la version de Your Name s'il n'y avait pas de fantastique, donc c'est beaucoup plus mélancolique, mais globalement ça raconte l'histoire de deux préadolescents séparés par un déménagement, et on va les suivre sur 3 temporalités, le moment du déménagement quand ils sont préadolescents, l'adolescence et la vie dans le monde adulte. Ça parle on va dire la monotonie du quotidien et les liens qui se distendent avec le temps, donc c'est pas extrêmement joyeux. Moi je trouve que c'est son plus beau visuellement, parce que je trouve qu'il y a un travail de l'image, c'est des paysages beaucoup plus urbains, il y a un travail de la couleur qui personnellement me parle beaucoup plus que ce qu'il a fait ensuite, donc je recommande absolument de découvrir le film d'animation qui n'est trouvable nulle part mais piraté, 5 cm par seconde. J'ai pas vu la version live action qui me rend pas vraiment curieuse. Et si vous l'avez vu, si vous la voyez, n'hésitez pas à commenter. Ouais, n'hésitez pas à commenter si vous êtes encore là. Demandez à Elisabeth si elle a lu les comics. Ouais. Là écoute, en tout cas, j'ai pas vu le film live action, mais j'ai vu la version d'animation. Je l'ai pas vu, mais en tout cas, je suis pas très curieuse en fait, parce que ça m'intéresse. En fait, l'histoire ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est le travail de Makoto Shinkai, de l'image sur cette histoire-là. Donc je sais pas trop pourquoi j'irai voir cette histoire en live action, mais en tout cas voilà, découvrez absolument 5 cm par seconde. C'est la vitesse à laquelle les flocons de neige tombent. C'est vraiment très très japonais. 100% japonais. C'est 100% japonais. On termine l'émission avec la carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Laurent, tu as décidé de nous parler de Parker Lewis ne perd jamais. Oui, il y a quelques semaines, lors de notre critique de Bézanville de Martin Jova, je vous avais déjà dit que le film nous faisait penser à Parker Lewis ne perd jamais, une teen série des années 90 dont je vais vous parler maintenant et dont voici le générique qui est iconique pour les connoisseurs. On adore. Parker Lewis ne perd jamais, c'est une série créée en 1990 par Clyde Phillips, qui est le futur créateur de Dexter, et qui est diffusée sur la Fox pour 3 saisons jusqu'en 1993. Ça raconte les histoires de Parker Lewis, un adolescent cool et populaire d'un lycée américain typique, et de ses aventures avec ses meilleurs potes, Mickey Randall, un rocker au grand cœur très 90s, et Jerry Steiner, un geek binoclard timide assez caricatural. Et avec l'aide récurrente de Larry Kubiak, un géant impressionnant mais un peu débile et parfaitement inoffensif, la bande va s'opposer aux machinations de la principale Grace Musso et de son sbire Frank Lemmer, ainsi qu'aux efforts de Shelley
la petite sœur de Parker qui ne rate pas une occasion d'embarrasser son grand frère. Dit comme ça, Parker Lewis semble s'inscrire dans la continuité du renouveau de cette série amorcée par Sauvé par le Gong en 1989, sauf que son originalité réside essentiellement dans son ton et dans son aspect très cartoon. En effet, le monde de Parker Lewis est très bariolé, plus encore en fait que l'esthétique normale du début des années 90. Le moindre mouvement donne lieu à des effets sonores très cartoon, piqués dans la librairie sonore des productions Hanna-Barbera. Enfin, la légende veut que ça a été piqué dans la librairie sonore de Hanna-Barbera. Ah ouais. Et le lycée a une architecture particulièrement surréaliste où des cavernes secrètes peuvent se cacher au détour du moindre casier. T'avais pas ça chez toi ? J'avais pas ça chez moi, dans mon lycée en tout cas certainement pas. On n'avait pas de casier d'ailleurs parce qu'on était en France. L'humour absurde, le second degré permanent et l'abondance de références méta font de la série un objet clairement très en avance sur son temps, d'autant plus que Parker Lewis brise régulièrement le 4e mur avec des regards caméra, voire des monologues face caméra. Et c'est là que l'affaire se corse un peu parce que pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez trouvé évidemment des ressemblances avec un autre nom bien connu des teen movies de l'époque, j'ai nommé Ferris Bueller. En effet, Parker Lewis ressemble quand même beaucoup au personnage créé par John Hughes dans La folle journée de Ferris Bueller, sorti en 1986. Et certaines situations ou certains personnages sont étrangement communs entre les deux univers. Cela pose d'autant plus de problèmes que la chaîne américaine NBC a sorti également en 1990 une adaptation télé du film de John Hughes. Même si la série Ferris Bueller sera rapidement annulée après une demi-saison, la présence de la jeune Jennifer Aniston au casting ne la sauvera pas. La souffrant d'une atmosphère beaucoup trop sage face à sa concurrente, qui est nettement plus survoltée et bien mieux réussie. Et ce n'est pas les accusations de plagiat qui existaient déjà à l'époque qui auront raison de Parker Lewis, mais plutôt là, je dirais... Parce qu'il perd jamais ? Parce qu'il ne perd jamais et malheureusement il va perdre, spoiler. Mais non, ce sont plutôt la stupidité des exécutifs de la Fox qui vont saboter ce pauvre Parker en imposant un relifting total à la série dans sa 3e saison pour ressembler le plus possible à leur grosse série teen à succès qu'ils ont lancée la même année, Beverly Hills 90210. Qui est Beverly Hills en français, qui est un véritable carton générationnel déjà à l'époque. Et cette 3e saison de Parker Lewis va être un échec vraiment cuisant au point que la 2e partie de la saison sera diffusée vraiment au compte-gouttes et dans le désordre, sans aucun respect pour le matériau original. Mais Parker Lewis va peu à peu devenir une série culte et va influencer les futurs créateurs de séries qui ont grandi avec et qui vont s'en inspirer quelques années plus tard. On pense notamment à Malcolm, dont certains passages sont même des références directes à Parker Lewis, ou même Scrubs, alors qui n'est pas vraiment de la teen série, mais dont la mise en scène vraiment très burlesque est clairement inspirée de séries comme Parker Lewis. Et en France, la série a connu un vrai succès. Elle est presque constamment, d'ailleurs, probablement encore aujourd'hui sur le câble, rediffusée quelque part depuis sa première diffusion dans le Club Dorothée sur TF1 en 1992. Et aujourd'hui, Parker Lewis ne perd jamais est disponible sur M6+, comme quoi on peut trouver des trucs sur M6+, qui l'eût cru. Et les 3 saisons ont bénéficié d'une édition DVD il y a quelques années par la société Condor Film, le distributeur de films qu'on connaît bien à la perche et qu'on apprécie, spécial case dédié à Alexis Mas d'ailleurs, qui doit nous écouter, je l'espère. Franchement, moi je vous recommande de vous intéresser à cette série qui a connu un destin assez tragique, qui est victime en fait de la rapacité légendaire des chaînes de télé américaines dans les années 90. Bien qu'elle ait clairement vieilli aujourd'hui, Parker Lewis ne perd jamais, était vraiment en avance sur son temps et n'avait pas peur d'expérimenter ce qui pourrait servir d'inspiration pour nos créateurs de séries et nos diffuseurs aujourd'hui. Franchement, que le dieu de la télévision t'entende, s'il te plaît. Laurent, et je dis pas ça tous les jours, c'est la fin de La Perche dans le cadre cette semaine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Évidemment, on revient à la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à nous faire des retours. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Bonne semaine.